Voilà. Non, je pense que ça va aller, on va voir. Non. Si, il le voit. Ah, la route de ce voilà, c'est ça le principal. C'est beaucoup mieux comme ça tellement bien que voilà, on ne peut pas rivaliser. Bon, hasiko gira. Gabon deneri, esker etortzeagatik, dinan espero inbertzeni etorriko zara gau batxean, esker deneri. Beaz, Salako ondare elkarteak gaur antolatzen du bere bigarren mintzaldia, eta plazer handi batekin errezibitzen dugu kolda bat, zautzeo zuet denok, pentsatzeo. Mikro utziko dut aster Michel Duvergeli eta berak aurkeztuko du, bi hitz egin ditu. Lehen hona ez dituztet egan mintzaldiaren mundutik, trago bat eskaintzen dugu urridik, orduan ziztera eskapatu, segidan, sobasetean dugu. Eta informazio batzuk, gaurko mintzaldia da aurtengo lehenbiziko mintzaldia, baina inen ditugu normalki bertze 3 aurten, urriaren amortzian iten dugu bat usateietan gainean, usuaren gainean, eta sarako usateien gainean, eta bertze usateiek ere. Eta bi data ez finkatua, bat da Sarako ikastoleekin normalki antolatzen dugun mintzaldi bat, Sarako euskararen gainean, hemengo mintzatzeko banera, ahon desberdina baita, ez bakarrik seguratorrekin, baina serpertarekin eta eskainarkin ere. Eta bigarrena izan da Pol Badiolak inen duena, da Eugeni Emperadoreak intzuen ibilaldia azkainetik Sararat hauzertzerat, eta bidamunean lagunat igo zen. Ikerketa bat egin du eta gotxatzeot intergéré dela ezagutzea ze pasatu zen zuen horretan. Donc, bienvenue à tous, on espérait pas qu'il y ait autant de monde, heureusement qu'on a mis beaucoup de chaises. On est très heureux d'organiser notre deuxième conférence. On avait fait en décembre dernier une conférence avec Michel Duvergeli et Emilio Domo, qui sont présents. Une deuxième conférence cette fois-ci avec Claude Dabat, qui va nous parler de sorcellerie, de mythologie, Pays Basque. Et avant de laisser donc le micro à Michel, qui va nous dire un petit mot sur Claude, juste quelques petites infos. Donc, premièrement, à la fin de la conférence, on va offrir un petit verre à boire gratuitement. Donc, ne vous échappez pas, on peut échanger entre nous, discuter. Et des informations au sujet des prochaines conférences. Donc, il y a une date qui est fixée, qui est le 15 octobre. C'est la veille de la fête de la Palombo. On organise une conférence
sur les chasses à la palombe au filet avec Jacques Luquet, qui est un spécialiste de ce monde-là, et qui va venir nous parler de tous les sites de chasse, des modes de chasse et de l'histoire de cette chasse-là. Et ensuite, 2 autres conférences dont les dates ne sont pas fixées. Ce sont des conférences sur l'Euskara qui est parlé à Sarre, on va le faire en collaboration avec Astola. Et ensuite, une conférence sur la promenade de l'impératrice Eugénie, depuis le port d'Asquin jusqu'à Ossiertia, ici à Sarre. Et ensuite, l'ascension à la Rune, qui va être présentée par Paul Badiola, l'ancien maire de Saint-Jean-de-Luz, qui a fait une très jolie recherche sur ce thème. Donc, Michel, Biitz, Colonel. Bien, je vais... Donc, je suis chargé de vous parler en 2 mots de Claude. Ça fait plus de 30 ans que je le connais. Donc, c'est une amitié quasiment inusable qui est à résumer en 30 secondes. Je vous dirai simplement que nous avons tous les deux la passion du patrimoine et du patrimoine basque, bien sûr. Nous avons plus tous les deux nous avons eu le bonheur d'avoir eu notre enfance bercée par le son des cloches de la cathédrale de Bayonne, à une époque où ces cloches sonnaient correctement et harmonieusement. Je referme la parenthèse. Donc, avec Claude, nous avons beaucoup œuvré dans le champ patrimonial basque, ça c'est sûr. Juste 2 mots, au sein de l'association Laoboulou, Claude occupait chez nous une place tout à fait privilégiée, tout à fait à part. Je vais dire quelques gentillesses, pas trop, parce que je sais qu'après il va m'en vouloir. Alors, je vais quand même vous dire que chez nous, ça a été l'organisateur et le metteur en scène de tout un tas d'activités. Tout ce que Laoboulou a produit, et produit encore à travers le site internet et autres, c'est son œuvre, c'est sa pensée, c'est sa réflexion. C'est un garçon qui a un talent d'organisation que personne d'entre nous ne s'amuserait à contester. Nous sommes toujours alignés sur ses choix. Nous ne les avons jamais regrettés. Quand il était enseignant, c'était un véritable poète que nous adorions particulièrement. Il organisait des... Je ne vais pas raconter ta vie, mais comme un petit morceau, il organisait des séances avec ses heureux étudiants à la chasse à la planète Neptune. Il se mettait en rapport avec des astronomes d'un peu partout. Il organisait des sorties à Badia, des sorties astronomiques. Il leur faisait construire des stations météorologiques pour mesurer le degré de pluviométrie. Il leur parlait de la déesse Homère. Il leur parlait, voilà, c'était notre encyclopédie vivante. C'est notre encyclopédie vivante, c'est pas que c'était. Et quand il était enseignant, il était bien sûr très, très bridé par sa pédagogie. Et depuis qu'il n'est plus enseignant, il s'est lâché. Il a commencé à plonger dans le délice de la recherche. Et donc ce soir, il va nous présenter sa conception à lui et sa vision sur la sorcellerie. Et je suis sûr que vous y prendrez un plaisir infini. En tout cas, moi d'avance, je sais que j'en prendrai beaucoup de plaisir. J'ai lu ces travaux là-dessus aussi, c'est évident. Et c'est avec beaucoup de chaleur que je lui transmets ce micro. Je sais qu'il sera tout à fait à la hauteur. Merci, mais je pense qu'il a dû prendre un filtre composé par les sorcières il n'y a pas de temps. Bien, ça c'est le tableau de chasse de cette conférence, si vous voulez. Vous êtes le 33e, je crois, à me subir. Je précise tout de suite que c'est quand même assez étrange. Elle a été faite donc, pour la commémoration des procès de sorcellerie en 2009. Toutes les villes et les villages concernés par les procès de sorcellerie ont refusé la conférence, sauf tout récemment Saint-Jean-de-Luz et ça. C'est quand même assez étrange. Je n'en tire pas de conclusion. Je pense qu'il y a encore dans les mentalités des choses inavouées qu'on a du mal peut-être à sortir, parce que c'est encore dans les mémoires ces affaires de sorcellerie. Malheureusement, la mémoire est faillible, vous allez vous en rendre compte. Ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là. C'est tout bête, c'est tout simple. Il y a une douzaine d'années, vous vous rappelez peut-être que la ville de Biarritz a eu une initiative nationale extraordinaire. Il a décidé,
C'était la première ville en France qui a décidé de fêter Halloween en France. Et tout le monde le sait, aujourd'hui, c'est flagrant, Halloween est une fête commerciale avant tout. Et pour justifier cette fête commerciale, les promoteurs de la fête à Biarritz ont inventé des tas de prétextes, les uns plus fumeux que les autres, et il a fallu qu'un élu monte au créneau pour soutenir l'opération, un élu qui a décrété, qui a dit aux médias, c'est normal de fêter Halloween en Pays Basque, les sorcières d'Halloween sont les sœurs des sorcières basques. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai été voir mon éditeur tout de suite, je lui ai dit, il faut qu'on prépare quelque chose, 2009 arrive bientôt, il faut absolument faire quelque chose pour dire que c'est pas vrai. Et qu'on ne peut pas confondre le folklore de bas étage, surtout commercial, américain, et ce qui s'est passé en 1609 ici. D'autant que la véritable raison d'Halloween est une raison profonde, c'est les Celtes quand même qui vénèrent les morts à leur manière, et qui a été complètement déformée sous forme d'Halloween aujourd'hui, et qu'on veut nous refourguer ici d'une manière vraiment inapte, complètement. Voilà le point de départ. Alors, je me suis lancé dans la recherche, parce que, je précise tout de suite, je ne suis pas historien, je ne suis pas anthropologue, je suis simplement enseignant, de base, si je peux dire, et j'ai fait donc un travail de recherche, et je me suis appuyé sur 2 livres, dont le premier que je connaissais bien longtemps avant cette histoire d'Halloween. C'est le livre de Nicole Jacques Chacun, qui est une prof de la Sorbonne, elle était prof de la Sorbonne à l'époque, elle a réédité le texte de Pierre Delancre, donc le juge qui est venu ici en Pays Basque, elle a réédité en français contemporain pour qu'il soit accessible, et elle a ajouté une introduction extraordinaire au début de cette réédition, et puis plein de notes en bas de page et en fin de chapitre pour donner des précisions. Et dans une toute petite note, elle dit ceci. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Labour en 1609 si on ne comprend pas la géographie du Pays Basque, si on ne comprend pas l'histoire du Pays Basque, si on ne comprend pas les coutumes, les modes de vie, la politique de cette époque-là, si on ne comprend pas la culture du Pays Basque, le carnaval en Pays Basque, on ne peut pas comprendre la sorcellerie. Au départ, ça ne m'a pas fait grand-chose de lire tout ça, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, elle a touché quelque chose d'extrêmement important. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on peut expliquer tout ce qui s'est passé avec ce filtre-là. C'est très important. Le deuxième livre, c'est un livre édité il y a quand même un peu plus récemment, le livre de François Borde qui a écrit « Sorciers et sorcières en Gascogne, Béarn et Pays Basque ». François Borde était à l'époque professeur d'université à Pau. Il est devenu archiviste de la ville de Toulouse. Il est archiviste de formation. Et il a eu le grand mérite de retourner aux archives, soit à Paris, soit à Bordeaux, soit à Pau, soit à Pampelune. Il a retrouvé des documents que certainement on n'avait pas trouvés jusque-là, et en tout cas, il s'en est servi, et il éclaire d'un jour particulièrement fort cette période de l'histoire. Il est revenu aux archives, c'est ce qui nous manque souvent ici en Pays Basque quand on fait de l'histoire. On ressasse toujours les mêmes clichés, on ressasse toujours les mêmes choses, et à force, on tombe vraiment dans du fantasme. J'en dis pas plus, je vous invite donc à découvrir cette affaire de sorcellerie, et au début et à la fin de mon histoire, puisque c'est entièrement illustré à l'écran, vous allez voir apparaître une petite sorcière. J'aime beaucoup les petites sorcières. Et cette petite sorcière, ce qu'elle dit est basé sur ce que dit Delancre dans son livre. C'est simplement un artifice de mise en scène, si vous voulez, mais c'est important. Je vais essayer de ne pas confondre la télécommande et le micro. Je suis ambidex heureusement. Ça s'est donc passé il y a 400 ans. Shorgina, la sorcière. Demain, à l'aube, ils vont venir me chercher pour me conduire au bûcher. 15 ans, c'est un peu tôt pour mourir, non ? Morgui, la jeune sorcière repentie qui collabore avec le juge, a fini par trouver la marque du diable sur mon corps. Là, juste au coin de mon œil. Une marque en forme de crapaud, c'est la preuve, a dit le juge. Et Morgui a ricané. Alors, j'ai raconté au juge les boniments que mes amis et moi
avions convenu d'avouer si nous étions accusés. Alors attention, cette phrase est très importante. On sait aujourd'hui, de manière sûre, par des analyses psychiatriques, notamment du livre de Pierre Delancre, que le juge a obtenu exactement les aveux qu'il voulait entendre. Et on sait également que les filles, notamment, ont raconté exactement ce que le juge voulait entendre. On appelle ça un jeu pervers dans l'accusation, c'est Nicole Jacques Chacun qui le dit, on va l'expliquer dans quelques temps. Alors pour illustrer ce que dit la jeune sorcière au juge, je prends les gravures de Tillac, XXe siècle. Tout le monde sait que le juge est friand de détails scabreux. J'ai donc essayé de l'amadouer en insistant sur le déroulement de la Kélaré. Je lui ai dit comment la femme d'une importante maison du village m'a entraîné au sabbat. Je lui ai expliqué comment il m'a fallu user d'un onguent magique pour m'envoler vers le lieu du rassemblement. Comment le diable trône au sabbat sous l'aspect d'un bouc et de quelle façon il faut l'embrasser par derrière sur le visage qu'il a sous la queue. On expliquera tout ça. Je lui ai dit avec quelle frénésie on se livre à des danses impudiques toute la nuit au son de la flûte et du tambourin. Et avec quelle liberté on fait l'amour avec toutes sortes de personnes et avec le diable aussi. Je lui ai expliqué comment, lors du sabbat, on fabrique des poisons pour les ramener chez soi et semer la désolation. Et aussi comment la plus belle fille est désignée reine du sabbat et de quelle façon elle offre son corps pour autel lors de la messe noire. Et enfin, j'ai indiqué que le sabbat s'achève au petit matin quand retentit le chant du coq. Mais vous n'allez quand même pas croire toutes ces choses. Vous pouvez comprendre comment nous en sommes venus là, pourquoi nous nous sommes accusés les unes les autres, et pourquoi nous avons inventé ces histoires sordides. Alors pour le comprendre, je vous entraîne à partir de petits chapitres imagés. On va d'abord s'intéresser à ce personnage, Pierre Delancre, pour en savoir un peu plus sur lui. Il détient quand même la clé de ce qui s'est passé. Pour parler de Pierre Delancre, je vais remonter quand même au début du XVIe siècle. À cette époque-là, une colonie basque quitte Juxu, en Basse-Navarre, pour se rendre sur les rives de la Garonne et s'implanter là-bas. C'est une immigration définitive. Cette colonie va se consacrer au travail de la vigne, essentiellement, mais également à tous les travaux annexes à ce travail de vigneron. En particulier, des charpentiers de marine montent également s'installer là-bas pour fabriquer des bateaux à fond plat et faire le commerce du vin sur la Garonne. Ça, on le sait. Et parmi ces personnes-là, il y a Bernard de Rostegui, de son vrai nom d'Arostegui. Donc, l'arrière-grand-père de Pierre Delancre est donc basque d'origine. Ils s'installent là-bas définitivement. Ils vont oublier le basque très vite, semble-t-il, puisque Pierre Delancre ne les parlera jamais. Et le grand-père de Pierre Delancre, l'arrière-grand-père de Pierre Delancre, devient donc propriétaire terrien à Saint-Macaire. Ils sont courageux en général, ils vont faire fortune assez vite, et ils vont obtenir des responsabilités. En particulier, Bernard de Rostegui devient contrôleur des deniers du royaume, une sorte de percepteur, si vous voulez. Son fils, qui s'appelle Bernard lui aussi, va continuer sur la lancée de son père, et il va lui aussi faire fortune. Il va pouvoir acheter un gros manoir dans la banlieue bordelaise, enfin dans la région bordelaise, qui s'appelle le manoir de Tast, une maison noble. Il va donc porter le titre de sieur de Tast, qu'il va transmettre à son fils Étienne, qui est le père de Pierre Delancre. Étienne de Rostegui est donc sieur de Tast, et comme il quitte vraiment le négoce du vin, il devient licencié en droit, conseiller notaire, secrétaire du roi et maison et couronne de France, et c'est lui qui achète notre manoir, la maison de l'Ancre, et il va donc pouvoir s'appeler sieur de l'Ancre. Il va ajouter ce titre-là au précédent. Donc son fils, Pierre de Rostegui, va être appelé le plus fréquemment Pierre de l'Ancre. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur lui, il faut savoir qu'il a fait des études chez les jésuites à Bordeaux.
c'est un détail qui n'est pas anodin du tout. On va les retrouver plusieurs fois dans cette histoire-là, les jésuites. Simplement pour vous donner la portée de cet indice-là, vous n'ignorez pas peut-être que les jésuites n'ont jamais pu s'implanter en Pays Basque Nord. Donc c'est lié un petit peu à tout ça. Pierre de l'Ancre va, comme les gens fortunés de l'époque, faire des études universitaires. Et comme on le faisait à l'époque aussi, c'est le système Erasmus avant la lettre, les gens parcourent l'Europe pour leurs études. Les gens qui font des études vont à l'étranger. Et Pierre de l'Ancre va à Turin. Il fait des études de droit, et on sait, parce qu'il le dit lui-même dans des écrits, qu'à la fin de ses études à Turin, il décide de rentrer en prenant le temps. Il va voyager. Et il voyage notamment dans l'Italie du Sud, qui est très pauvre, bien entendu, la Calabre, au sud de Rome, tout ça, la région de Naples. Il visite toute l'Italie du Sud et également l'Europe centrale. Et c'est là, au cours de ses voyages, il le dit, qu'il va prendre goût pour cet univers où se trouvent les mystères, les sectes, la sorcellerie, l'ésotérisme. Et ça va le marquer définitivement. Donc c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des études, mais qui est très versé dans toutes ces sciences qu'on appelle occultes aujourd'hui. Ça explique bien des choses. Quand il rentre à Bordeaux, il est avocat au Parlement de Bordeaux et il devient très vite conseiller à la seconde chambre des enquêtes du Parlement de Bordeaux. C'est une place importante. Il est certainement besogneux, travailleur. C'est sa qualité, cette qualité-là qui va le faire repérer. Et bien entendu, il se marie avec Jeanne de Mons, qui est tout simplement la fille du président de la première chambre des enquêtes. Donc c'est presque en famille. Et c'est aussi la petite nièce de Montaigne. Au passage, je signale que Montaigne ne dit pas un mot de ce qui s'est passé en Pays Basque à cette époque-là. C'est curieux, mais on sait que Montaigne, alors je ne me rappelle plus dans quel écrit, a osé critiquer l'Église dans une phrase un petit peu assassine. Il s'est fait remonter les bretelles très vite par la hiérarchie catholique à l'époque et il est devenu très prudent. Donc il n'ose pas parler des procès de sorcellerie. Or, il est certainement très bien placé pour avoir des renseignements, puisque sa petite nièce est donc la femme de Pierre de l'Ancre. Il va finir sa vie avec le titre de conseiller du roi en son conseil d'État. C'est certainement un titre plutôt honorifique. On peut y voir une espèce de récompense pour service rendu, si vous voulez. Voilà pour Pierre de l'Ancre, très rapidement, mais je ne veux pas insister trop. Vous avez les éléments essentiels pour comprendre le personnage. Et on va découvrir le reste au fur et à mesure. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que ce personnage a été jugé différemment suivant les époques. Jusque dans les années 80, voilà ce qu'on dit de lui. C'est une citation de Jean Goyeneche. Esprit médiocre et pédant, il est totalement dépourvu de sens critique, abrupt et vaniteux, peu estimé de ses collègues, il semble nourrir des sentiments de frustration. On le traite d'obsédé sexuel, vous avez vu ce que dit la petite sorcière, c'est tiré de son livre. Donc voilà ce qu'on disait, voilà ce qu'on retenait surtout. Mais le travail de François Borde nous oblige peut-être à rectifier un petit peu notre jugement. François Borde dit tout simplement, nourri de culture ecclésiastique, juridique et magique, il croit évidemment à la réalité des sorcières et de leurs maléfices. Cet homme fut surtout représentatif de la culture savante de son temps. Alors voilà donc deux opinions différentes, je pense qu'il y a du vrai dans les deux, bien entendu. Et je vous livre ça, il faut l'avoir en tête pour comprendre le reste. Et comprendre le reste, ça commence d'abord par comprendre le contexte historique de l'époque. Alors, plutôt que de vous faire un grand exposé sur la situation du Royaume de France à cette époque-là, je vous montre tout simplement ici la trajectoire d'Henri IV, sa naissance, sa mort, et celle de Pierre de l'Ancre. Ils sont nés la même année. Bien entendu, on a fêté l'an dernier l'assassinat d'Henri IV. Pierre de l'Ancre a vécu plus longtemps. Mais ce qui est très intéressant, c'est de passer sur chaque trajectoire un événement qui a un rapport avec notre histoire, un événement significatif. Pour Henri IV, je choisis l'édit de Nantes. Voilà une révolution, on ne le dit pas assez. Dans le Royaume de France, on décide de ne plus poursuivre les gens pour des questions de religion. C'est une révolution, bien entendu, ça ne va pas aller tout seul, l'édit va être révoqué également, mais il n'empêche qu'on décide qu'on ne poursuit plus les gens pour hérésie. En revanche, très peu de temps après, Pierre de l'Ancre, après sa mission ici, 2 ans après, va éditer son livre « Tableau de l'inconstance des anges
des mauvais anges et des démons. C'est-à-dire qu'on continue de poursuivre les gens au motif de sorcellerie. C'est un paradoxe inouï. On ne les poursuit plus pour hérésie, mais on les poursuit pour sorcellerie. Alors, quand on a dit ça, on croit avoir tout dit, mais il faut expliquer. Qu'est-ce que la sorcellerie? Eh bien, la seule chose que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la sorcellerie, elle aussi, a vécu une évolution. Jusqu'au XVe siècle, quand on dit sorcier et sorcière, on désigne, d'abord il faut dire que toutes les couches de la population croient aux sorciers, aux sorcières, aux maléfices. On désigne des gens qui ont soi-disant des pouvoirs, mais on ne fait pas intervenir le diable dans ces pouvoirs. Ces gens sont mauvais par eux-mêmes. Ils fabriquent des poisons, ils provoquent des tempêtes. C'est une gravure du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Donc voilà, on dit que ce sont des êtres malfaisants. Ils portent le mauvais sort, le mauvais œil sur la population, sur les troupeaux, sur les récoltes, sur la vie quotidienne. À la fin du XVe siècle, les choses vont changer, suite à l'apparition d'un livre fameux, Le Marteau des sorcières. Dans ce livre, qui va être réédité plus de 20 fois dans l'Europe entière, dans ce livre, une autre théorie voit le jour. C'est une théorie importante, on parle même d'acculturation, un changement de culture sorcière, si vous voulez. Ce changement est une véritable acculturation qui frappe autant les couches populaires que les intellectuels. On va changer de registre. C'est une phrase un peu pompeuse, je m'excuse, il s'agit d'une critique de la pensée magique au profit d'un rationalisme théologico-politique. C'est-à-dire, on va voir les choses autrement. Alors, pour représenter ce changement, je représente une gravure de l'époque, c'est le pape, le diable déguisé en pape. Ne voyez aucune allusion à la situation de l'Église actuellement. C'est simplement une illustration comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on considère que c'est le diable qui agit dans ces hommes et dans ces femmes et qui les pousse au mal. Donc c'est le diable qui est responsable des malheurs qui touchent la société, par l'intermédiaire de ces gens qu'on appelle sorciers et sorcières. Donc Pierre de l'Ancre ne va pas poursuivre les femmes pour la science des plantes, il n'en parle jamais dans son livre, c'est pas ça qui l'inquiète. Il va, là-dedans, il voit de la superstition simplement, il va les poursuivre si elles se servent de cet usage des plantes pour provoquer des désordres dans la société, des désordres sociaux, donc des désordres religieux, des désordres moraux, ainsi de suite. Et c'est ça qu'il va rechercher. Et ces désordres, il va les appeler d'un mot très important, qui fait le titre de son livre, l'inconstance, qu'on expliquera un peu plus tard. Donc voilà ce changement. C'est donc le diable qui intervient à travers les hommes. Pour autant, vous allez vous en rendre compte dans tout mon exposé, ce n'est pas l'Église qui va envoyer Pierre de l'Ancre. C'est le pouvoir du roi. Alors, avant de passer au déroulement des procès, on va essayer d'abord de savoir ce qu'est le pays de Labour. C'est-à-dire, je vais suivre le conseil de Nicole-Jacques Chaquel, je vais essayer de vous camper le pays de Labour dans le détail, et vous allez vous rendre compte que dans tout ce que je vais vous présenter, il y a les racines de ce que Pierre de l'Ancre dit, ou va incriminer, ou va utiliser pour étayer sa thèse de la sorcellerie dans ce pays-là. Il est en ordre, il vient sur ordre du roi, il est en service commandé, tout est bon pour incriminer les Basques, et en particulier leur vie quotidienne. Alors, je ne vais pas vous faire l'outrage de vous dire où se trouve le Labour, mais comme je fais de temps en temps cette conférence avec les touristes, il faut bien que je précise que le Labour est là. Alors, plus précisément, je vous montre une autre carte qui a été dessinée 12 ans après les procès. Donc on peut considérer que c'est le pays tel qu'il était à l'époque de Pierre de l'Ancre. C'est une carte très intéressante. Elle est historiée, vous voyez, il y a des petites montagnes, il y a l'océan, il y a des bateaux, donc une jolie carte. Il y a deux indices dedans qui sont intéressants pour mon histoire. Premier indice, on voit bien les montagnes, on voit bien l'océan. Et bien rien que ça, Pierre de l'Ancre va l'utiliser. Il est inconcevable qu'un pays soit partagé entre mer et montagne. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, encore aujourd'hui, il n'y a que 4 départements en France qui sont comme ça. Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes et Corse. Tous des pays où il y a des sorciers encore aujourd'hui, vous le savez bien. Donc vous voyez que cet argument-là, géographique, va servir à Pierre de l'Ancre pour dire le pays lui-même est dans le désordre. C'est pas net. Il va même plus loin, il dit les démons chassés en Amérique par les missionnaires qui baptisent les Indiens viennent se réfugier dans les montagnes du Labour. Donc vous voyez que
c'est un pays qui est vraiment le domaine du diable. Deuxième petit indice intéressant dans notre histoire, qu'on va retrouver un peu plus tard, vous voyez l'Adour, vous voyez l'embouchure de l'Adour, que vous connaissez encore aujourd'hui, à peu près au même endroit, mais vous voyez aussi l'ancien lit de l'Adour. Ça ne fait même pas 100 ans que l'Adour a été détournée quand Pierre de l'Ancre vient à Bayonne. Ça veut dire que l'embouchure est fraîchement ouverte. Donc ce qui veut dire qu'on peut pénétrer maintenant vers Bayonne beaucoup plus facilement qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 30 km à partir de Port-d'Albret ou de Vieux-Boucau ici, ou un peu moins ici à partir de Cabreton, on n'en fait plus que 4. Ça va avoir une conséquence politique très importante, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on va en parler, la France et l'Espagne sont en guerre à cette époque-là. Je vous livre plein d'indices, vous allez coudre vous-même le canevas ensuite. L'autre chose très importante qu'il faut dire, la population du Labour est pauvre, très pauvre. Lorsque j'ai réalisé ce petit montage audiovisuel, je ne savais pas ce que des profs de fac m'ont appris par la suite. On sait pertinemment aujourd'hui que la province de Labour est la plus pauvre du royaume de France au début du XVIe siècle, du XVIIe siècle. La plus pauvre du royaume de France. Et ça aussi, ça explique beaucoup les choses. Alors, pour représenter la situation du Labour, la situation économique, je vous montre, là, pour l'économie de subsistance, cette espèce d'autarcie des maisons, je vous montre le pommier, puisque chaque maison fabriquait sa boisson, le cidre. Voilà encore un indice que Pierre de l'Ancre va se charger d'incriminer. Quand il va aller de Bayonne au lieu de son premier procès, il va découvrir les maisons toutes environnées de vergers pour produire le cidre. Bien entendu, vous supposez bien ce qu'il va dire quand il va voir tant de pommiers, surtout que les hommes sont en mer à ce moment-là, il va incriminer les femmes de se lancer dans la culture de la pomme, de ne manger que pommes et de ne boire que jus de pomme. Ce sont des filles d'Ève, ce sont donc elles qui sont à l'origine du mal dans ce pays, très certainement. L'autre indice qu'il faut dire, c'est que c'est un pays qui est centré sur l'élevage. L'économie du pays est centrée sur l'élevage. Alors, je donne juste un petit indice. Il y a la transhumance qui se pratique en Labour. Donc, les bergers du nord, du versant nord, rencontrent les bergers navarrais du versant sud. Donc, les informations s'échangent. Il n'y a pas besoin non plus que des bergers pour avoir des informations de l'autre côté. Vous savez ici que la montagne est quand même poreuse. Mais n'empêche que ces contacts-là permettent de savoir la situation de la Navarre, la situation de Labour, en temps réel, si je puis dire. Donc, les gens d'ici savent que de l'autre côté, il y a aussi des procès de sorcellerie en Navarre. Et que là-bas, ce n'est pas le roi qui provoque ces procès, c'est l'Église, l'Inquisition. Donc, les gens sont au courant de ces choses-là. Voilà un indice important aussi. Toute cette économie est centrée autour de la maison. J'insiste pas là-dessus, on va le voir un tout petit peu plus loin. Vous le savez aussi bien que moi, c'est Lecce qui est vraiment le pivot de cette société-là. La famine, quand même, a été éloignée. Même si on vit pauvrement, la famine a été éloignée pour deux raisons. D'abord, les Labourdaires sont des marins. Et les marins audacieux, des marins quand même compétents, les navigateurs des grandes découvertes font appel aux pilotes basques, donc ils découvrent l'Amérique. Et en découvrant l'Amérique, ils découvrent une céréale qui va faire fortune ici parce qu'elle trouve un climat favorable, le maïs, qui va permettre non pas à la population d'être mieux nourrie, mais au bétail d'être mieux nourri. Et quand le bétail est bien nourri, le reste suit. Donc le maïs va améliorer énormément la qualité alimentaire de ce pays. Mais il y a également un autre indice. Alors je m'excuse de vous montrer une épave pour vous parler de cet indice-là. C'est un bateau, le San Juan, qu'on a retrouvé dans le Saint-Laurent, au Canada, au Québec. C'est un morutier. Les Basques se sont lancés dans la pêche à la morue, avec les Bretons, avec les Normands, bien entendu. Et les Basques traversent l'Atlantique pour cette pêche à la morue. On estime à l'époque que leur absence dure à peu près 6 mois, la moitié de l'année. Pierre de l'Ancre va le relever, ça aussi. Et sur les 6 mois, ils passent une petite partie simplement de ces 6 mois à la pêche à la morue au large de Terre-Neuve. L'autre moitié du temps, que font-ils? Eh bien, pour l'instant, je vous laisse avec la question, on va y venir. Je vous montre d'abord les morues séchées, la pêche hauturière, et je vous donne comme indice important, il y avait à l'époque entre 3000 et 5000 marins
qui quittaient le pays sur 30 000 habitants en Nabou. La proportion est quand même importante, très importante. Donc, la population va augmenter. On est mieux nourri. Il y a un boom démographique au début du fin 15e, début 16e, pardon, fin 16e, début 17e. Et cette population qui augmente, mais ça se voit de différentes manières. La taille des maisons. Alors, ici à Sardes, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment les maisons ont grandi. C'est une maison de Sardes d'ailleurs qui est représentée. Donc, vous savez que ces maisons, la maison originale est ici, la maison originelle, tout est ici. Elle peut grandir en largeur, elle peut grandir en hauteur pour abriter tout ce monde-là. Et les récoltes également. Si la population augmente, il faut les loger aussi dans l'église. C'est de cette époque-là que datent les galeries. Alors, je vous explique très rapidement, mais les galeries, c'est pour mettre les hommes, non pas par machisme comme le disent certains guides touristiques, tout simplement pour laisser la place aux femmes qui accomplissent le rite funéraire à l'intérieur de la nef. Donc on construit des galeries. Ce travail, que ce soit celui de la façade de la maison, que ce soit celui de l'église, montre le savoir-faire des charpentiers, mais le charpentier est en train de passer la main, si je puis dire. Le beau travail de charpenterie va aussi composer petit à petit avec le travail des tailleurs de pierre. Et ce n'est pas un hasard si c'est à cette époque-là que fleurissent les stèles discoïdales en Pays Basque. Donc vous voyez qu'on touche là à des tas de choses, et là aussi, mon père de l'Ancre va dire beaucoup de choses sur les maisons, va dire pas mal de choses sur les galeries des églises, et va dire aussi des choses sur les stèles discoïdales. Donc, on va voir tout ça petit à petit. Je vous donne là le décor, si vous voulez. On va remplir ce décor dans un instant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un territoire régi par une vieille coutume. Si l'Etché est au centre des maisons, ça veut dire que les maîtres et les maîtresses de maison élisent des représentants. Alors, je simplifie énormément l'explication, pour ceux qui ne sont pas au courant. Les maîtres de maison élisent des représentants qu'on appelle jurats, qui siègent à l'église, ou dans une partie de l'église, et qui traitent des affaires du village. Et chaque village du Labour va élire un de ces jurats comme représentant à l'Assemblée provinciale, au Bilsart du Labour. Quelle que soit la taille du village, il y a un seul représentant par village. Et chaque paroisse, on ne dit pas commune à l'époque, chaque paroisse envoie donc un jurat au Bilsart, l'Assemblée de la province, à Ustaritz. Et cette province, aux confins du royaume, va donc se gérer de cette manière-là. Ce sont les maîtres de maison qui décident de la vie de la province. Ils traitent de la voirie, ils traitent de l'élevage, ils traitent de tas de choses, des épizooties qui ravagent les troupeaux, de la police qu'il faut faire, des bohémiens qui viennent d'arriver, ainsi de suite. Mais, vous le savez certainement, les nobles et le clergé sont exclus du Bilsart. Et ça, c'est unique en France. Avec la Soule, ce sont les seules provinces qui se permettent ce genre de choses. Donc voilà des nobles, et en particulier celui qui habite dans ce château, le sieur d'Urtuby, qui n'arrête pas de gémir auprès du roi pour arrêter cet état de choses. Et bien entendu, le roi lui-même ne peut rien changer, c'est ainsi, mais les nobles n'ont de cesse que de demander qu'on coupe les ailes au Bilsart le plus possible. Les décisions du Bilsart sont exécutées par le syndic général, qui est élu par le Bilsart, et le bailli, le représentant du roi, qui est le sieur de Saint-Pé à cette époque-là, Jean Coppen d'Amou, transmet les décisions du Bilsart au roi, qui ne peut que les accepter. Donc vous voyez cette province très pauvre, gérée par les maîtres de maison, et gouvernée de cette manière-là. Les nobles essayent de changer les choses, ils n'y arrivent pas, mais ils font tout pour y arriver. En particulier, donc, Tristan d'Urtuby. Et au-dessus de tout ça, donc, le roi, celui qu'on appelle le bon roi Henri, vous jugerez tout à l'heure s'il faut garder l'adjectif, le roi de France et de Navarre, bien entendu, c'est une queue de voûte qui se trouve dans la cathédrale de Nantes. Donc voilà le système politique, si vous voulez, qui régit la province à cette époque-là. Ce qui est très important à signaler également, c'est que la province est en guerre. Plus exactement, cette province se trouve à la charnière de deux pays en guerre, la France et l'Espagne. Ça a commencé, c'est un conflit qui a été très long, vous voyez, ça a commencé avec
Charles Quint, François Ier. Ça continue avec Philippe II et Henri IV. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement, il y a des raids de soldats de manière incessante de chaque côté de la ville d'Assois. Et qui dit raid de soldats, eh bien, ils pillent les fermes pour se nourrir tout simplement. Donc ça ajoute au malheur des gens, ça ajoute à la misère des gens. Et ces raids et ces pillages vont durer un certain temps, mais ils vont s'arrêter justement quand la Dour va être ouverte à la nouvelle embouchure. À cette époque-là, on décide, pour surveiller les bateaux espagnols, qui transportent désormais les troupes, qui veulent investir Saint-Jean-de-Luz et Bayonne, on décide de reprendre un petit fortin qui se trouve sur un rocher au large de Saint-Jean-de-Luz, le rocher de Sokoa. Alors ce n'est pas le fort que vous voyez là, ça c'est Vauban qui va le faire quelques temps plus tard. On reprend donc une vieille construction médiévale et on fait un poste de guet pour surveiller les allées et venues des bateaux espagnols. Plusieurs fois ces bateaux vont réussir d'abord à pénétrer dans Saint-Jean-de-Luz, brûler Saint-Jean-de-Luz plusieurs fois. Ils vont au moins 4 fois essayer d'investir Bayonne, avec la complicité de personnes sur place, des complots. Ils ne vont jamais réussir à rentrer dans Bayonne de justesse. Et néanmoins, ces bateaux sont très bien surveillés depuis Sokoa, parce que la guerre continue, même si les soldats ne passent plus par la terre. Autre point important, le Labour est peu marqué par les guerres de religion. Quand on lit les historiens, Manège Guyenetch, Eugène Guyenetch, on s'aperçoit qu'il y a eu quelques histoires à Bayonne notamment, mais très peu en fait. La réforme n'a vraiment pas eu de conséquences ici, en tout cas il n'y a pas eu de fait marquant ici à Labour. Néanmoins, le roi d'Espagne va se servir de la présence de protestants sur le versant nord des Pyrénées pour demander quelque chose qui lui serait propice. Il va demander qu'on lui rétrocède des territoires qui appartiennent à l'évêché de Bayonne parce qu'il pense que les Bayonnais présents sur ces territoires-là peuvent faire pénétrer les idées de la réforme en territoire espagnol. Alors voilà la carte qui vous explique tout ça. Les limites du diocèse de Bayonne sont ici. Vous voyez qu'il y a tout le côté d'Arnegui, Valcarnos, on se voit ici, le Pastor, toute la région de l'Abidasoa également, une partie du Guipuscoa. Tout ça fait partie de l'évêché de Bayonne. Donc le roi d'Espagne va d'abord, les rois ils vont d'abord terminer la conquête de la Navarre, conquête définitive donc en 1522, et ensuite ils vont insister auprès du pape pour que le roi de France, pour que l'Église, là, ici, dans ce cas-là, rétrocède les provinces, les parties qui sont en Espagne, ici, à l'Espagne. Ça va être fait en 1566. Quelque temps après, Henri IV est couronné roi de France et de Navarre. Ces deux flèches qui sont là prennent en étau le pays, en tenaille, si je peux dire. Et c'est très important, c'est à cette époque-là que dans beaucoup de royaumes d'Europe, et notamment la France et l'Espagne, s'établissent les pouvoirs absolus. Et en particulier en France. Le pouvoir absolu, c'est-à-dire vraiment le pouvoir royal qui essaie de tout dominer. Les parlements de France luttent énormément contre cette idée-là. Et parmi les parlements de France, Henri IV dit, ils sont tous mauvais, mais en particulier celui de Bordeaux. Néanmoins, le pouvoir absolu se répand. Jusqu'à une époque très récente, on pensait que c'était facile, le pouvoir absolu, pour se répandre, ça part de Paris et ça va vers les frontières. On sait aujourd'hui que c'est l'inverse qui s'est produit. Pour gagner tout le royaume, il faut d'abord gagner toutes les régions frontalières. Et ce n'est pas un hasard si pratiquement à la même époque se déroulent des procès de sorcellerie en Pays Basque, en Roussillon, dans les Alpes-Maritimes, le long de la frontière de la Savoie, le long de la frontière du Jura également. Donc un peu partout sur les frontières de la France, les procès de sorcellerie sont là pour mettre la population au pas. C'est quand même intéressant à souligner. Dernier acte, bien entendu, la frontière va être tracée, pratiquement telle qu'elle est aujourd'hui, à quelques détails près. Donc ça aussi, Pierre de l'Ancre va s'en servir. Il va dire aux gens, vous avez une frontière, vous devez respecter les limites des États, mais vous, à cause de votre langue, vous êtes capable de passer d'un côté à l'autre et de servir d'espion, tantôt pour un roi, tantôt pour l'autre. Et en disant cela, il vise en particulier les bohémiens, qui n'ont pas de domicile fixe, si je puis dire. Mais il parle à la population quand même.
Donc voilà le contexte un peu politique de cette époque-là. Si la réforme n'a pas marqué le labour, la contre-réforme l'a marqué. Alors lentement, pas du premier coup, bien entendu, mais comment ça se manifeste? Eh bien, tout simplement, par exemple, par l'art baroque qui se répand dans toutes les églises. La religion catholique, l'Église catholique, décide de faire l'inverse de ce que prônent les protestants. Les protestants veulent des lieux de culte simples, sobres, discrets. L'Église catholique va afficher au contraire l'exubérance, l'or, la richesse, les images, les statues. En même temps, le Concile de Trente décide de former les prêtres. Les prêtres, notamment le bas clergé, est peu instruit à cette époque-là. Le haut clergé, lui, est instruit, bien entendu. Et pour former les prêtres, on institue les séminaires. Alors, la théologie va se développer, et là j'illustre la théologie du bien et du mal avec un vitrail de la cathédrale de Bayonne, la chute des mauvais anges. Ça correspond un petit peu au titre du livre de Pierre de Lancre, tableau de l'inconstance des mauvais anges et des démons. Donc vous voyez, voilà, un très beau vitrail de la cathédrale de Bayonne, vitrail du XVIe siècle. Pour la petite histoire, lorsqu'on a pu photographier ce vitrail lors des restaurations, on s'est approché de près et dans l'œil de ce démon, on a trouvé une chose extraordinaire. On a trouvé une tête d'ange. Allez savoir pourquoi il y a une tête d'ange dans un œil de démon. Eh bien, on le sait aujourd'hui. C'est tout simplement la signature du maître verrier de l'époque. C'est pas du tout de la théologie. Et puis aussi, on décide de former la population, le peuple. Et pour ça, on décide une chose qu'on passe sous silence trop souvent, c'est on imprime des catéchismes. Mais on imprime les catéchismes partout en Europe, dans la langue des régions où on les imprime. Et on a donc quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue culturel. C'est à ce moment-là qu'on va normaliser pratiquement toutes les langues, tous les patois, comme disent certains, toutes les langues vernaculaires vont être figées de cette manière-là, avec l'impression du catéchisme. C'est un événement culturel très important. Après, un événement théologique, ça j'en sais rien. D'autres pourront le dire mieux que moi. En tout cas, voilà le contexte religieux de l'époque. Et à côté de cette religion officielle, bien entendu, en Pays Basque, il y a aussi une religion domestique. Une religion domestique que je vais illustrer très simplement par quelques faits. D'abord, il y a, comme un peu partout en Europe à cette époque-là, on pratique la magie, bien entendu. Alors, il ne faut pas voir n'importe quoi derrière la magie. La magie, c'est croire qu'un geste ou une parole est efficace, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher des explications saugrenues. Les gens, je vous donne juste un exemple, les Labourdiens aiment bien, une fois par an, quitter leur exploitation au moment du solstice d'été et se diriger vers l'océan, en particulier vers une plage qui s'appelle toujours la plage des Basques, à Biarritz. Et là, la veille du solstice, donc ils arrivent, et de nuit, ils plongent dans l'eau en se tenant la main, en poussant des cris, ils plongent dans l'eau, ils sont persuadés que ce bain va les prémunir contre toutes les maladies pendant le reste de l'année. Voilà ce que c'est la magie. C'est croire que ce geste-là est efficace. Mais le lendemain matin, après avoir cassé la croûte sur la plage, ils rentrent chez eux et au préalable, avant de rentrer, sur la dune, ils cueillent des immortels, ils les tressent en forme de croix et ils vont les accrocher à la porte de la maison pour chasser le mauvais œil. Que le mauvais œil ne touche pas la maison. C'est-à-dire pour réduire à néant le pouvoir des sorciers. Donc on croit à la sorcellerie et on essaie de lutter contre par ce genre de pratique. Voilà la religion domestique. Mais la religion domestique, c'est pas que ça. C'est aussi, par exemple, le culte des ancêtres, le culte des morts, qui est entre les mains des femmes au Pays Basque. Ça, Michel vous en parlerez mieux que moi, bien entendu. Alors, juste un petit détail. Pour aider les femmes dans ces cultes domestiques, il y a une femme par village qui a un rôle très important, la Benoîte, qui habite toujours dans une petite maison à côté de l'église, ici, pratiquement tous les villages du Pays Basque en ont une. Et la Benoîte a un pouvoir très important sur les femmes et sur la population du village. Alors, je ne vais pas vous décrire la Benoîte, comment elle est élue et tout ça, donc je passe là-dessus pour vous aller à l'essentiel. Pierre de Lancre, bien sûr, ne va pas louper le Benoîte. Quand il va voir l'ascendant qu'elles ont sur le curé, il va dire la pire chose sur le curé et sur la Benoîte. Il paraît qu'il s'enferme dans l'église tous les deux, vous imaginez. Donc voilà, des choses comme ça. En tout cas, la Benoîte, juste pour illustrer les pouvoirs qu'elle a, on a retrouvé, alors je ne me rappelle plus, Michel Toumagura, dans une pièce d'archives, une famille va faire baptiser son enfant à l'église, c'est Cardon. Et à la sortie de l'église, la famille passe par la Benoîterie. Elle présente l'enfant à la Benoîte. Elle prend l'enfant, elle le débaptise, elle lui donne notre prénom, et c'est celui-là qui va garder. Donc voilà, par exemple. On a eu la chance à la Boulot de faire un chantier
à la chapelle de Bascassa, à l'époque où vivait la dernière benoîte d'Europe, Marie-Louise Cadieux. On l'a vu faire son rite pour conjurer l'orage. Mettre 2 feuilles de laurier en croix, verser de la cire dessus, en marmonnant une prière qu'on n'a jamais pu comprendre. Et quand on l'a demandé qu'est-ce que vous avez fait, il dit j'ai chassé l'orage. Ah bon, et vous l'avez chassé où? Eh bien à l'Écoumbéry. Ah, et pourquoi à l'Écoumbéry? Eh bien parce que là-bas, c'est des mauvais chrétiens. Donc voilà, si c'était comme ça il y a 20 ans, en Pays Basque, imaginez ce que c'était il y a 400 ans. Voilà le pouvoir de la benoîte. La religion domestique, donc le culte des anciens, le culte des morts, les stèles discoïdales, vous voyez qu'elle est pratiquement contemporaine de cette sorcellerie, 1606 ici. L'importance des rites funéraires, Pierre Delancre va en parler à plusieurs occasions dans son livre. Il va fulminer contre les stèles, mais surtout contre les rites funéraires. Il va accuser les femmes de se rassembler dans les cimetières pour parler, pour bavarder, et pour faire les pires choses. Donc, cette religion domestique, je l'ai simplifiée en vous présentant les choses comme ça. Mais Pierre Delancre va observer aussi des choses très intéressantes dans les mœurs de ce pays, dans la culture de ce pays. Son livre est remarquable d'un point de vue ethnographique. Il donne des précisions sur les danses et sur les fêtes de ce pays qui sont quand même assez intéressantes. Bien sûr, il va décrire certaines musiques. Il doit être musicien lui-même d'ailleurs. Il décrit la musique, il décrit les danses. Aujourd'hui encore, les spécialistes de danse reconnaissent certaines danses décrites. Et ça ne vous surprendra pas de voir que dans certaines danses du sabbat, en fait, on retrouve les danses de carnaval. On verra pourquoi dans un instant. Il va donc décrire tout ça avec beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Il va s'en servir, bien sûr, pour incriminer les Basques. Il sait également, il connaît des éléments de la mythologie. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure quand la petite sorcière, la gamine, raconte l'histoire du bouc. Eh bien, elle ne va pas chercher très loin les histoires. On raconte les histoires du bouc en Pays Basque au veillées, bien entendu. Le bouc fait partie de la mythologie basque. C'est même l'avatar de l'entité centrale de la mythologie basque, Mali. Elle apparaît sous forme de bouc. Le bouc est symbole de fertilité. Il est aussi utilisé en Pays Basque pour protéger le bétail, le troupeau. Chaque maison possède un bouc pour protéger son cheptel. Et puis, alors je n'ai pas trouvé d'illustration convenable, c'est assez difficile. Il y a une coutume quand même très importante dans la culture basque, mais européenne également. C'est le rassemblement des femmes à la fin de l'après-midi et le soir. Les femmes se réunissent tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre, pour continuer de travailler alors que le jour est tombé. C'est ce qu'on appelle la veillée. La veillée est une institution importante. Pierre Delancre va l'utiliser pour accuser les Basques de participer à des sabbats. C'est là que se trouve l'origine de l'accusation de sabbat. François Borde le dit également. Et la veillée, c'est tout simplement un moment où les gens se retrouvent pour travailler près de la seule source de chaleur qui existe dans la maison, la cheminée, bien entendu. Mais au cours de ce travail, on transmet plein de choses à la génération montante, c'est-à-dire des chansons, des devinettes, des histoires, des légendes, mais aussi peut-être des savoir-faire. On travaille en même temps. On dépouille le maïs, on file la laine, ainsi de suite, tout ça. Et il y a aussi des veillées très particulières. Alors là, je résume beaucoup aussi. À certaines époques de l'année, on autorise les jeunes, les adolescents, on les autorise à faire la veillée, eux, pour dépouiller le maïs par exemple, au grenier, seuls, entre eux. Cette société qui permet aux jeunes de se retrouver seuls au grenier pendant que les adultes sont en bas, imaginez ce qui pouvait se passer au grenier. Voilà, des choses aussi, ces veillées qui dégénèrent parfois en danse, on le sait, il y a les pouvoirs civils et religieux plusieurs fois essaient d'interdire les veillées à Pays Basque et en Béarn parce que ce sont des lieux de débauche. Donc vous voyez que tout ce contexte-là va alimenter les accusations de Pierre Delancre. Et je termine la description de la bourg par quelque chose d'important. C'est un pays qui vit quand même avec la peur au ventre, en permanence. La peur des intempéries, la peur des catastrophes naturelles, c'est-à-dire tous ces événements qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de station météo à cette époque-là. Les épidémies, les épizooties, maladie des troupeaux. Pour conjurer toutes ces choses-là, on va utiliser donc bien sûr des rites magiques. On a peur. Moi j'ai quand même vu cette croix se mettre en place. C'est à Bucenaritz,
C'était donc dans les années 80. Donc encore cette époque-là, quand on peignait à la chaux l'étable, on ajoutait à la fin du travail une croix blanche sur la porte de l'étable pour protéger le troupeau. Dans les années 80. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'ancré, de vraiment profond. On ne le fait plus aujourd'hui, certes, mais n'empêche que c'est là. Et le soin du troupeau, c'est toujours quelque chose d'important dans ce pays. On a peur aussi des périls en mer, bien entendu. La guerre, les hommes qui partent pour 6 mois, c'était pas avec la sécurité d'aujourd'hui, avec les camions de survie et les paliers Argos. Donc il fallait se protéger contre le malheur. On va donc utiliser des symboles, si possible des symboles solaires, pour faire fuir ces êtres de la nuit que sont les sorciers. Et Bosquiloré ici. La fleur qu'on accroche sur les façades des maisons, sur la porte de la maison. Et puis, bien entendu, on a peur aussi de l'étranger, des étrangers, des réfugiés, des exclus. Et la rumeur va bon train, c'est eux qu'on va utiliser comme bouc émissaire bien souvent. Or, justement, très peu de temps avant les procès de sorcellerie, sont arrivées 2 catégories d'étrangers en Pays Basque. La première catégorie, ce sont des gens assez basanés, on ne les comprend pas, ils ne parlent pas basque, bien entendu, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas espagnol. On ne les comprend pas, alors on les appelle, comme dans bien des endroits, comme ils sont un peu basanés, on les appelle les Égyptiens. Mot qui a donné le mot gypsy ailleurs. Vous avez compris, ce sont les bohémiens, tout simplement. Donc les bohémiens, ils ne vont pas tellement être accusés de sorcellerie par Pierre de l'Ancre, mais la population les désigne toujours comme responsables du malheur. En particulier, comme ils chapardent pour pouvoir survivre, ils sont surtout cantonnés dans la région de Ciboure-Saint-Jean-de-Luz, comme ils chapardent, on les accuse de tout. On les accuse de vraiment porter le malheur sur les troupeaux notamment. Et donc, on demande au maître de maison de s'occuper d'eux. Vous allez voir comment ils vont régler le problème dans un instant. On a peur également d'une autre catégorie, là c'est plus grave apparemment, ce sont des gens qui viennent du Portugal. On les appelle la nation portugaise. En fait, ces gens-là ont été chassés une première fois en 1492 d'Espagne. Ils se sont réfugiés au Portugal. Ils ont été chassés par les rois très catholiques parce qu'ils ne sont pas de la religion catholique. Ce sont les Juifs. Ils se réfugient au Portugal, mais par suite d'un jeu d'alliance entre le royaume du Portugal et le royaume d'Espagne, ils sont encore obligés de quitter le Portugal. Donc ils se réfugient dans le pays le plus proche, la France. Et ils font halte dès la frontière, ils font halte donc dans la région, eux aussi, Urune-Saint-Jean-de-Luz. Et cette communauté-là va essayer de s'implanter, ça ne va pas aller de soi, même s'ils sont relativement bien acceptés, parce que ce sont les gens qui travaillent quand même, ils ne volent pas comme les bohémiens, si je puis dire, sommairement, ils vont être relativement bien acceptés, mais ils sont toujours désignés. Parce qu'en particulier, ils sont, d'après l'expression de l'époque, de l'anti-religion. Ils ne sont pas de la religion catholique. C'est leur race à eux qui a tué le Christ. Et ce crime-là fait qu'ils sont montrés du doigt à la moindre occasion. J'ai résumé beaucoup en disant des choses comme ça, aussi simplement, mais essayez de comprendre donc que ce pays qui vit dans la peur, dans la misère, dans la guerre, n'a pas beaucoup d'atouts, apparemment, face à ce qui va lui arriver. Ces choses-là vont servir davantage aux juges qu'à eux, bien entendu. Donc, il est temps maintenant de comprendre comment ça s'est passé concrètement. Alors, je vais essayer de vous montrer les belles formes de la justice en France. Il y a des guillemets, parce que la phrase n'est pas de moi, elle est de Pierre de l'Ancre lui-même. Et vous allez juger des belles formes de la justice en France. Alors, je vais vous présenter ça comme une pièce de théâtre, en 3 actes. Et comme j'aime bien les solitaires, je vais faire comme les solitaires, je vais vous mettre tous les acteurs sur la scène d'un coup, comme à la pastorale. Je vais mettre un peu d'ordre, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un peu d'ordre, et je vais essayer de le faire de manière très schématique. Il y a des tas de détails qu'on pourrait donner sur cette affaire de sorcellerie, je vais aller à l'essentiel, ce qui me paraît en tout cas essentiel. Tout commence en 1605, quand éclate un conflit entre Tristan d'Urtuby, le sieur d'Urtuby, à Urune, et le clan municipal de Saint-Jean-de-Luz. Pour dire simple, le conseil municipal de l'époque. C'est une sombre affaire de terre que Tristan d'Urtuby veut acquérir, mais à cet achat s'oppose le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz. Le sieur d'Urtuby est un drôle de personnage. Il est aussi sieur d'Alsace en Navarre, c'est-à-dire il possède aussi des biens de l'autre côté de la frontière.
Il a des procès là-bas en Navarre et il va avoir des procès ici en Labour. C'est quelqu'un, David, qui veut agrandir son territoire. Il n'a pas, bien sûr, voix au Bilsart, donc il se rattrape de cette manière-là. Il veut, par son pouvoir économique, si vous voulez, en imposer. Donc il est en conflit avec le clan municipal de Saint-Jean-de-Luz, et chaque fois que ces gens-là se croisent en ville, ce sont d'abord des insultes, et puis petit à petit des échauffourées. Et puis bientôt, ce sont de véritables bagarres, avec le coup de poing vraiment, et les armes sortent. Donc, pour en finir, le clan de Saint-Jean-de-Luz trouve une astuce. Ils accusent Tristan d'Urtuby du crime le plus abominable dont on peut accuser quelqu'un à l'époque. On l'accuse de sorcellerie. Et pour porter le coup, Saint-Jean-de-Luz s'adresse au Parlement de Bordeaux. On demande à Bordeaux d'envoyer une commission d'enquête en Labour pour incriminer Tristan d'Urtuby. La commission d'enquête descend et arrive à Bayonne, les commissaires enquêteurs apprennent que c'est une sombre affaire entre d'Urtuby et le clan municipal, une sombre affaire qui ne concerne pas du tout la sorcellerie. Très courageusement, la commission d'enquête remonte à Bordeaux sans régler les affaires. Résultat, les affaires reprennent et de plus belle. Jusqu'au jour où une fille du clan d'Urtuby est violentée dans un bois de Saint-Jean-de-Luz. Et là, Tristan d'Urtuby prend les devants et décide d'accuser le clan municipal de Saint-Jean-de-Luz du même crime dont on l'a accusé. Il décide d'accuser les Lusiens de sorcellerie. Mais lui, il est noble, il peut le faire. Il porte le coup directement auprès du roi. Il décide d'aller se plaindre auprès d'Henri IV et de les accuser de sorcellerie. Pratiquement à la même époque, les maîtres de maison, réunis en Bilsart, demandent qu'on envoie les baillis, le représentant du roi, qu'on l'envoie à Paris, pour demander une commission d'enquête en sorcellerie, eux aussi, pour accuser, parce qu'ils accusent les juifs, ils accusent les bohémiens de porter le mauvais œil sur les troupeaux. Les troupeaux sont malades, et on accuse les bohémiens de porter le mauvais œil sur eux. Donc, le Bilsart demande à Jean Damoux, Jean Copain Damoux, sieur de Saint-Pé, d'aller à Paris demander une enquête en sorcellerie. Alors, vous voyez bien le contexte, l'aubaine, pour deux nobles qui se connaissent, qui habitent à 10 km l'un de l'autre, qui se connaissent bien. Voilà une bonne aubaine pour monter à Paris, demander peut-être la commission d'enquête, c'est sûr, puisqu'il faut le faire, mais au passage, bien égratigner le Bilsart. Une occasion de plus. Donc, les deux personnes vont monter à Paris, mais les choses se compliquent. Et les choses se compliquent d'une manière très étrange, dont on ne connaissait rien il y a encore 20 ans. C'est une affaire qui a été mise au jour par les Québécois, qui se sont intéressés donc à la chasse des Basques, à la chasse à la baleine des Basques et à la pêche à la morue. Les pêcheurs basques partent pour 6 mois, je vous l'ai dit. Une partie de ces 6 mois, une petite partie, sert pour la pêche à la morue, semble-t-il. Les Bretons et les Normands rentrent après la pêche. Les Basques restent. Et ils continuent vers l'ouest, ils rentrent dans le Saint-Laurent, ils accostent sur les plages du Saint-Laurent, et là, ils continuent à travailler. Ils font la traite des peaux avec les Indiens, notamment la tribu Micmac. Les Indiens Micmac vendent des peaux de castor, d'orignal aux Basques. Les Basques ramènent ces peaux avec des morues, et ici, il y a une petite industrie naissante, si vous voulez, avec des peaux aspirins notamment, pour fabriquer des chaussures, fabriquer des sables, des vêtements, ainsi de suite. Donc, c'est un commerce florissant. Et les Indiens Micmac apprécient beaucoup de travailler avec les Basques, parce que ce n'est pas un commerce qui se monnaie avec de l'argent, c'est du troc. Les Basques amènent une quantité phénoménale de chaudrons en cuivre au Québec en échange de ces peaux. Or, les chaudrons sont fabriqués, vous le savez peut-être, par les bohémiens. Et on sait aujourd'hui que dans les équipages de mourutiers, il y a beaucoup de bohémiens également. Donc vous voyez que les choses commencent à se tisser d'une manière un peu particulière là. Ce commerce des peaux marche tellement bien que les Indiens apprennent même des rudiments de basque pour parler davantage avec des Basques. Le mot orignal vient d'un mot basque qui signifie cerf. Donc vous voyez que ça peut susciter des jalousies, et c'est ce qui se passe. Un confident d'Henri IV, M. Ducademont, demande le privilège du monopole du commerce des peaux au Québec. Et Henri IV lui donne une lettre
lui certifiant qu'il a le monopole du commerce des peaux. Il va être obligé d'écrire la lettre 4 fois. Parce qu'à 4 occasions, Dugas-de-Mont va au Québec, et 4 fois, il échoue. Les Indiens ne veulent pas travailler avec les Français. Pour une simple raison, c'est que les Indiens pressentent que les Français, comme les Hollandais et les Anglais, veulent surtout annexer cette province-là. Alors que les Basques, eux, n'ont pas de visée sur le Québec, ils n'ont de visée que sur les peaux. Donc les Indiens préfèrent travailler avec les Basques, et ils refusent Dugas-de-Mont. Les choses s'enveniment. La 3e fois, je crois, ou la 4e fois, Dugas-de-Mont vient avec Champlain, et les Basques fomentent un complot pour tuer Champlain et Dugas-de-Mont, un complot qui va échouer tout juste. Donc on a failli contribuer à un changement dans l'histoire du Québec, peut-être, mais on a failli simplement. En tout cas, voilà l'ambiance qui règne là-bas au Québec, et Dugas-de-Mont insiste. Et Henri IV aimerait bien quand même donner le monopole du commerce des peaux. Alors, bien entendu, à la cour, tout le monde s'agite. Dugas-de-Mont a beau insister, il va falloir que le chancelier du royaume, Brulart de Seigneurie, s'en mêle. Brulart de Seigneurie, drôle de personnage, c'est le théoricien du pouvoir absolu. Donc quelqu'un qu'Henri IV écoute avec ses 2 oreilles. Brulart de Seigneurie insiste et il demande donc qu'on envoie une expédition punitive là-bas au Québec pour mettre au pas ces Basques. Et c'est lui qui murmure à l'oreille de Pierre de l'Ancre, à l'oreille d'Henri IV, le nom de Pierre de l'Ancre pour s'occuper des Basques en s'adressant à leurs femmes pendant qu'eux sont là-bas au Québec. Position très courageuse également. Donc vous voyez que c'est quand même un drôle de personnage. Et puis il y en a un autre qui s'en mêle, c'est le père Coton, l'aumônier du roi. L'aumônier du roi, lui, n'a qu'une visée, c'est introduire les jésuites au Québec. Vous savez que souvent, on a fait introduire les missionnaires avant les militaires, dans nos conquêtes coloniales. Et le père Coton, lui, qui est ami des jésuites, veut les faire pénétrer au Québec, et il dit à Henri IV, eh bien voilà, on peut faire un coup double là. On peut s'occuper des Basques, on peut introduire les jésuites, que les Basques n'apprécient pas trop d'ailleurs. Donc vous voyez, donc il y a tout un contexte là qui fait qu'Henri IV va les écouter et va décider donc d'envoyer la commission d'enquête. Il va nommer Pierre de l'Ancre. Mais attention, à cette époque-là, ça doit être le début du pouvoir absolu, il faut passer quand même par le Parlement de Bordeaux. Donc il envoie des lettres patentes, en 1608, au Parlement de Bordeaux, qui désigne Pierre de l'Ancre comme le chef de la mission en labour. Mais quand le Parlement de Bordeaux reçoit les lettres patentes, il pousse des cris d'orphée là-bas parce que les lettres donnent les pleins pouvoirs à Peine de l'Ancre, y compris le pouvoir de peine de mort. Et deuxième clause très importante qui fait rugir le Parlement de Bordeaux, Pierre de l'Ancre ne répondra de ce qu'il fera que devant le roi, pas devant le Parlement de Bordeaux. Donc c'est un abus de pouvoir. Le Parlement de Bordeaux considère que c'est un abus de pouvoir et ils ont la possibilité de le faire. Ils cassent la décision du roi. Mais le roi a une carte supplémentaire à jouer. À cette époque-là, il n'y a pas Internet, donc ça va demander quelques mois. Il va envoyer des lettres de Jussion qui imposent sa décision. Et c'est peut-être là, alors c'est pas très certain, c'est peut-être là que Henri IV va ajouter une astuce à sa décision. Il va désigner le président du Parlement de Bordeaux comme chef de la mission. Pierre de l'Ancre ne sera chargé que de l'enquête pour sorcellerie. Ce sera le juge simplement de la mission. Donc le Parlement de Bordeaux est obligé d'accepter la décision. Et la décision du roi est donc rétablie. C'est l'acte 2 de cette pièce tragique. L'acte 3, bien entendu, c'est Pierre de l'Ancre qui se met au travail. Alors, très rapidement, on a beaucoup dit de choses sur Pierre de l'Ancre. Ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'il arrivait dans un village, la rumeur le précédait, beaucoup de gens fuyaient des villages et préféraient se réfugier en Navarre, malgré l'Inquisition. Parce que la rumeur disait aussi que les juges de l'Inquisition étaient plus cléments que Pierre de l'Ancre. On va voir pourquoi dans un instant. Donc, Pierre de l'Ancre parcourt le Labour, à peu près 14 villages, je crois, qui ont été pris. Chaque fois qu'il arrive, le reste de la population qui est là est bien sûr incriminée. Toute catégorie de gens, toute catégorie d'âge, les femmes, les filles, comme les hommes et les garçons, et sa réputation le précède.
Est-ce qu'il a utilisé la torture lors de ses procès? Grande question. Il évoque, semble-t-il, à demi-mot dans son livre. On ne sait absolument pas quelle torture il a utilisée. Il y a bien des gens qui racontent qu'il a utilisé l'eau, qu'il a utilisé, comment on appelle ça, ça porte un nom, je ne m'en rappelle plus. Faire boire de force donc des litres et des litres d'eau, qu'il a utilisé la roue, qu'il a utilisé des tas de supplices infâmes, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a utilisé un supplice bien précis, le supplice moral, c'est-à-dire il a utilisé l'intimidation, et puis surtout, la manière dont se déroulaient les procès est déjà en soi infâme, puisqu'il s'adresse à des gens qui ne le comprennent pas. Il est obligé d'utiliser des traducteurs pour passer du français au basque. Et les traducteurs doivent traduire ce que disent les accusés en français. C'est tellement pesant qu'au bout d'un moment, il décide de leur demander de répondre simplement par un signe de tête. Alors imaginez, quand on comprend à peine la question, qu'est-ce qu'on répond? Par un signe de tête. Donc voilà, cette justice expéditive telle qu'elle s'est déroulée. La grande erreur qu'il va commettre, c'est de s'en prendre au curé du Pays Basque. Ces curés, je vous l'ai dit, peu instruits en général. Il ne va pas s'attaquer au clergé. J'ai oublié de vous dire au passage que quand il arrive à Bayonne, pour le premier procès, il est reçu à bras ouverts par l'évêque de Bayonne, comme avec tout le corps de ville de Bayonne. Bertrand de Chaus, qui est l'évêque de Bayonne à cette époque-là, le reçoit à bras ouverts. Mais il commence à tiquer quand il commence à s'en prendre au curé. Et il va en emprisonner plusieurs à la prison de Bayonne. Et Bertrand de Chaus lui-même va monter une expédition pour les faire évader. Imaginez le western de cette époque-là, l'évêque en tête d'une opération pour faire évader les prêtres. Mais Pierre de l'Ancre va finir par emprisonner à Saint-Jean-de-Luz 2 prêtres qu'il va condamner et brûler sur le bûcher. Et à ce moment-là, Bertrand de Chaus décide de monter à Paris. Henri IV est un ami. N'oubliez pas que Bertrand de Chaus est noble. Et ils se connaissent. Bertrand de Chaus monte donc à Paris et va demander à Henri IV d'arrêter les procès. Il ne va pas avoir à insister parce que c'est l'époque du mois de novembre, on est à la mi-novembre, les pêcheurs rentrent. Alors je voudrais détruire une légende à cette occasion-là. Ils ne rentrent pas parce qu'ils ont été avertis, comme on le dit très souvent. Ils rentrent tout simplement parce que depuis quelque temps, le Saint-Laurent est pris par les glaces. C'est l'hivernage. Ils rentrent tout simplement parce que c'est l'hiver. Techniquement, on a calculé, ils n'auraient pas pu être avertis et revenir comme on le dit. Ils sont revenus tout simplement parce que c'était l'heure de revenir, la date de revenir. En tout cas, les pêcheurs rentrent et apprennent ce qui se passe en Labour. Et quelques semaines après leur retour, notamment à Saint-Jean-de-Luz, Pierre de l'Ancre condamne une fille de Saint-Jean-de-Luz, Marie Bonne, au bûcher. Alors là, les pêcheurs se soulèvent et on dit qu'ils rentrent dans la chambre du juge une nuit et qu'ils le forcent à quitter le pays immédiatement. Et Pierre de l'Ancre quitte le pays. Et on oublie toujours de dire que cette histoire n'est pas finie pour autant. Henri IV donc décide en même temps pratiquement d'arrêter les procès. Pierre de l'Ancre va arrêter parce qu'il est chassé bien entendu par les pêcheurs. Et on oublie l'épilogue de cette histoire-là. Et en particulier, maintenant que les 3 actes sont passés, le nombre des victimes. Alors si on en croit Pierre de l'Ancre, il aurait tué 14 personnes au total. En général, en Pays Basque, on a véhiculé l'idée jusqu'à présent qu'il en aurait brûlé entre 700 et 1000. Et quand on fait les calculs, quand on écoute François Borde, on se rend compte que ce chiffre-là, c'est plutôt le chiffre de gens qui ont été auditionnés dans les procès. C'est déjà important, hein, entre 700 et 1000. C'est plutôt le nombre de gens donc passés dans les tribunaux de Pierre de l'Ancre, plutôt que le nombre de victimes. Par contre, le nombre réel de victimes, on pense l'approcher aujourd'hui. C'est François Borde qui a fait une découverte dans les archives de Navarre, si mes souvenirs sont bons. Ces inquisiteurs de Navarre font leur travail comme Pierre de l'Ancre. À une grande différence près, c'est qu'eux décident d'arrêter les procès de sorcellerie. Don Salazar y Frias, qui fait partie du tribunal de l'Inquisition à Logroño, dit à ses collègues: ce qu'on fait est infâme, il faut arrêter, c'est injuste, ces gens sont plutôt malades que sorciers. L'accusation de sorcellerie ne repose sur rien de solide. Donc il demande au tribunal d'arrêter.
ils ne vont pas accepter tout de suite, mais l'idée va faire son chemin, ils vont quand même arrêter. Et c'est quand même assez courageux, donc l'Église décide d'arrêter les procès de sorcellerie. Et quand Pierre de Lancre va apprendre ça, il va devenir fou furieux, et il écrit dans son livre « La justice des prêtres, la justice du roi est préférable à la justice des prêtres. » Et lui continue les procès. Il va les continuer en Pays Basque à l'époque de la lettre, il va les continuer plus tard dans le Gers, dans la Gascogne. Donc voilà pour le nombre de victimes. Alors, dans ce document, trouvé en Espagne, il y a une phrase qui dit « Il faut qu'on arrête de faire ce qui se fait en pays de Labour, où on a brûlé entre 50 et 100 personnes. » Voilà la seule fourchette dont on dispose aujourd'hui sur le nombre de victimes. 50 à 100. Ce qui est déjà beaucoup. Mais, quand on a parlé du nombre de victimes, l'épilogue n'est pas terminé. On oublie de dire que quand Pierre de Lancre est parti précipitamment, il est passé par les prisons de Bayonne notamment, il a ramassé tous les gens qui traînaient là-dedans, les femmes en particulier, et il les a menés à Bordeaux. 200 personnes, semble-t-il. Il les amène à Bordeaux. À Bordeaux, les prisons sont déjà pleines, donc il faut rouvrir d'urgence le Fort du Ha, l'actuel palais de justice. Le Fort du Ha est réouvert pour emprisonner ces femmes-là. Il va y en avoir une poignée de jugés, de manière expéditive. Les autres vont croupir pendant 10 ans et vont être libérés sans jugement 10 ans après. Imaginez dans quel état pour les survivantes. C'est une affaire sinistre, aussi sinistre que le reste. Et l'autre épilogue, plutôt du côté de la population, c'est qu'on pourrait penser que ces affaires de sorcellerie auraient donné à penser justement à la population en matière de tolérance, en matière d'ouverture d'esprit. Eh bien, pas du tout. 10 ans après les procès de sorcellerie, va éclater à Saint-Jean-de-Luz une sinistre histoire. Une fille de la nation portugaise, Catherine de Fernandez, qui est une juive convertie, beaucoup se convertissaient au catholicisme, au moins en apparence, pour pouvoir s'intégrer dans la population. Une de ces juives converties est accusée de profaner l'hostie qu'elle a reçue à la communion à la messe. Le curé la désigne en disant « Tu as profané l'hostie ». La population se saisit d'elle, l'enferme dans une barrique et la brûle vive sur la place sans jugement, immédiatement. 10 ans après les procès de sorcellerie. Ce qui veut dire qu'on n'a rien compris. L'intolérance continue de régner. Donc c'est quand même assez important de souligner tout ça. Alors, juste un petit intermède avant de passer au dernier chapitre. Pardon, je me trompe plutôt. Excusez-moi, je suis obligé de repasser par tout le... Je fais un coup de... Juste un peu pour vous dérider un petit peu, je vous rappelle que ça c'est pas tellement pour vous dérider, c'est la suite. Pierre de Lancre est donc accusé comme le principal responsable de cette affaire-là. Il ne faut pas oublier Jean d'Espagnier, le président du Parlement de Bordeaux, dont le nom figure dans tous les papiers de Pierre de Lancre, et certains sont signés par lui également. Et puis, derrière ces gens-là, le plus grand responsable, à mon avis, c'est justement le bon roi Henri, qui a tout déclenché. Alors, un petit intermède sur l'image de la sorcière. Au Moyen-Âge, on la représente de cette manière-là, sous forme de gravure, chevauchant des fauches de balai. C'est gentillé, c'est pas très terrifiant. Et puis arrive la Renaissance, avec des gravures qui le représentent de plus en plus dénudées. Donc une image de la sorcière qui nous est assez familière aujourd'hui. Il y a même de grands graveurs, comme Dürer, qui vont représenter les 4 sorcières. Ce n'est pas les 4 grâces. Ce sont les 4 grâces dans le canon de l'époque, si vous voulez. Donc, elles sont 3 les grâces. Oui, elles sont grâces, d'accord. Alors voilà, l'image de la sorcière évolue. Il n'y a que Goya qui ose les dessiner, les peindre, laides et vieilles, avec le bouc au centre, son fameux tableau Aquelarre. Il s'appelle comme ça le tableau, Aquelarre. Et puis, on arrive vers l'époque romantique, où alors là, on va exacerber tout ça, on va développer toutes ces choses-là, et Michelet va se servir du livre de Pierre de Lancre pour écrire tout le chapitre sur la sorcière basque. C'est très intéressant d'un point de vue littéraire. Après, le contenu, c'est la sorcellerie comme on l'a voulu à l'époque de Michelet. Ceci dit, c'est quand même un livre important. En tout cas,
on a une image de la sorcière qui va beaucoup influencer la suite. Et en particulier, c'est à partir de là qu'on va développer toute une quantité sur la torture employée, qu'on va confondre ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Espagne, par une inquisition en France, alors que l'inquisition ne s'est pas occupée des sorciers en France, en tout cas à cette époque-là. Et puis, petit à petit, les idées vont faire leur chemin. On va représenter la sorcière très dévécue, très érotique, on va insister sur les mœurs dissolues des sorcières. Et puis, au XXe siècle, la littérature pour adolescents, par exemple, fait un succès fou à ces chapeaux pointus, le feu, la croix, le bouc, il y a tous les ingrédients, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le satanisme. Le satanisme va apparaître plus tard et n'est pas lié à la sorcellerie dans un premier temps. Et puis il y a également toute la vision de Walt Disney qui va beaucoup influencer la génération jeune actuellement sur l'idée de la sorcière. La sorcière ne peut être que belle et croqueuse de pommes, bien entendu. Si elle est moche, ce n'est que temporairement. Donc on insiste à tout ça. Et puis arrive donc le satanisme, les chats noirs, les cimetières, qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Et le fin du fer, c'est bien sûr Halloween. La sorcellerie. Voilà ce qu'on a voulu nous faire passer pour les sœurs des sorcières basques. C'est qualifiant. Alors, le dernier chapitre, je voudrais vous montrer la méthode de Pierre de l'Ancre. Parce qu'il y a une méthode de Pierre de l'Ancre. C'est la méthode qui consiste à accuser les Basques d'inconstance. Son thème de prédilection. Alors, pour expliquer très simplement ce que c'est que l'inconstance, je vais remonter quelques siècles avant Pierre de l'Ancre et je vais puiser dans l'iconographie romane deux images qui montrent ce que c'est que la constance et l'inconstance. Dieu est constance. Satan est inconstance. On représente le Christ ici comme un être humain parfait, symétrique, il est même sexué. Vous voyez, il est vraiment parfait, le visage bien dessiné, tout, alors que le mâle est représenté par une femme qui est mi-femme, mi-animal. En plus, elle est double, elle a deux queues de poisson. C'est pas une simple sirène. Donc vous voyez, l'inconstance, c'est le désordre. Le désordre dans l'humanité ici, c'est d'avoir une part animale. Vous comprenez au passage, je fais une petite parenthèse parce que c'est un domaine que j'aime bien, vous comprenez pourquoi on a considéré les laminas également comme des sorcières dans la mythologie basque. Parce que les laminas sont aussi ni humaines ni animales. Elles ont des pattes de canard ou des queues de sirène sur la côte. Je ferme la parenthèse, autrement ça va vous tourner trop loin. Donc voilà l'inconstance. Alors, comment Pierre de l'Ancre va agir? Eh bien, tout simplement, il va incriminer tout ce qu'il peut de désordre. Tout dans ce pays est inconstance et désordre. Tout ce qui est sur fond jaune, c'est tiré du livre de Pierre de l'Ancre. La situation du lieu est en partie la cause qu'il y a tant de sorciers. Il faut savoir que c'est un pays de montagne, la lisière de trois royaumes, France, Navarre, Espagne, le mélange de trois langues, français, basque et espagnol, l'enclavure de deux évêchés. Or, toutes ces diversités donnent à Satan de merveilleuses commodités de faire en ce lieu ses assemblées et sabbats. Les produits de l'agriculture. Mais comment est-ce que ce pays de labour est si infertile? Car s'ils étaient bien en la grâce de Dieu, ce peu qu'ils ont accoutumé de semer serait suffisant pour les garder pour le moins de la ferme. Ils les accusent même de préférer travailler sur le royaume de Vénus, la mer, que sur le royaume de Cérès, la terre. C'est affaire électrique. C'est un pays de pommes. Elles ne mangent que pommes. Elles, vous avez remarqué. Elles ne mangent que pommes, ne boivent que jus de pomme, qui est occasion qu'elles mordent si volontiers à cette pomme de transgression qui fait outrepasser le commandement de Dieu. Alors là, un petit clin d'œil. Les Basques usent du pétom ou nicotiane, en ayant chacun une planche en leur jardin pour petit qu'il soit, la fumée de laquelle ils prennent pour se décharger le cerveau et se soutenir aucunement contre la faim. Vous avez compris, à côté des pommiers, il y a aussi quelques plants de tabac qui viennent d'Amérique. Et il accuse les Basques donc de chiquer, ils ne fumaient pas là, ils fumaient mais ils chiquaient aussi. Et il les accuse donc d'utiliser le tabac. Je vous signale que c'est exactement l'accusation qu'on porte aujourd'hui sur les Indiens de Bolivie qui mâchent la coca. Ils se déchargent le cerveau pour tromper leur faim. Vous voyez que ça ne vient pas d'aujourd'hui. Pierre de l'Ancre va accuser bien sûr les mœurs très libres des habitants. C'est une côte de mer qui rend les gens rustiques, rudes et mal polissés. Ça a changé depuis. Desquels l'esprit volage et tout ainsi que leur fortune et moyens attachés à des cordages et banderoles mouvantes comme le vent. Donc, bateau à voile,
synonyme donc d'inconstance. La mer est un chemin sans chemin. Il s'enfile parfois, encore qu'il semble n'être aucunement tracé, beaucoup plus aisément que la terre. Et il accuse les jeunes Basques de se baigner, la côte d'Anglette par exemple. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Ce mélange de grandes filles et jeunes pêcheurs qu'on voit à la côte d'Anglette, en mantille et tout nu au-dessous, se pêle-mêlant dans les ondes, fait que l'amour les tient à la tâche et leur donne autant de désir qu'elles ont de liberté et de commodité, s'étant mouillées partout, de s'aller sécher dans la chambre d'amour voisine, que Vénus semble avoir plantée pour cette seule occasion, tout exprès, sur le port de la mer. Alors, très intéressant ça, d'un point de vue historique et ethnographique. Lui, le juriste, devrait savoir ce qui se passe. Il préfère le taire pour pouvoir étayer sa thèse de l'inconstance. Quand les jeunes, après s'être baignés, se réfugient pour flirter dans les chambres d'amour, les trous de rochers, ça s'appelle déjà comme ça à l'époque, c'est tout simplement que ces jeunes ont besoin de vivre leur vie. Car le système juridique du Pays Basque veut que lorsqu'on hérite de la maison, on partage le pouvoir et les bénéfices de la maison entre maître vieux et maître jeune. Donc les maîtres vieux s'attachent à leur domaine, à leur maison, à leurs biens, et retardent le plus longtemps possible le mariage des jeunes. Voilà pourquoi, d'une part, il y a un taux de naissance illégitime faramineux en Pays Basque à cette époque-là, 17%, alors qu'il y a 2% dans le Royaume de France. Et voilà pourquoi ces jeunes ont besoin de vivre leur vie en cachette, plus ou moins. C'est l'origine également de la légende de la chambre d'amour, l'origine lointaine. Mais le juriste Pierre Delancre préfère les accuser d'être entre les mains de Pierre. Les coutumes et les lois de ce pays lui servent également de prétexte. Les plus gueux se font appeler sieurs et dames de telle maison, car ce ne serait qu'un parc à pourceaux. Les Labourdains n'aiment guère leurs femmes et ne les connaissent pas bonnement, parce qu'ils ne les pratiquent que la moitié de l'année. Et pour leurs enfants, la liberté qu'ils prennent d'essayer leurs femmes quelques années avant les épouser et les prendre comme à l'essai fait qu'ils ne leur touchent guère le cœur. Il est quand même féroce. Alors, maintenant, on va dire un petit mot sur la mode de l'époque. C'est quand même une page célèbre du livre de Pierre Delancre. Il ne faut pas simplement lire celle-là, bien entendu, parce qu'elle est plutôt amusante, mais enfin, derrière tout ça, il y a quand même des drames. Les veuves portent le morion sans crête pour marquer que le mal leur défaut, que le mal leur manque. C'est-à-dire qu'il utilise les coiffures pour étayer sa thèse de l'inconstance, dire les gens ont des mœurs dissolues, même les veuves, pour montrer qu'elles cherchent l'homme, elles portent un morion sans crête, tout petit. Le commun des femmes, celles qui sont mariées, portent certains tourions ou morions indécents et d'une forme si peu séante qu'on dirait plutôt que c'est l'arme de Priape. C'est là l'origine des coiffes qu'on appelle les coiffes phalliques, qui ressemblent au sexe d'homme, donc, que Pierre Delancre incrimine pour les accuser de sorcellerie. Et il parle aussi des jeunes dans une autre phrase, les jeunes non mariés sont tondus, et bien elles ont deux mèches de cheveux qui tombent sur les joues. Tout simplement, l'origine de cette coutume, c'est tout simplement une question d'hygiène pour éviter les poux, très certainement. Alors, il termine aussi en disant « En labour, les femmes montrent leur derrière, tellement que tout l'ornement de leur cotillon plissé est derrière. Et afin qu'ils soient vus, elles retroussent leur robe et la mettent sur la tête et se couvrent jusqu'aux yeux. » Tout le monde comprend quand même que lorsqu'on a des coiffes plus ou moins ambidonnées comme ça, dès qu'il commence à pleuvoir, et il pleut de temps en temps au Pays Basque, dès qu'il commence à pleuvoir, la coiffe risque de se retrouver dans un piteux état. D'ailleurs, je vous raconte juste une histoire en passant. On raconte qu'au XXe siècle, dans un village, une femme se promène dans la rue, justement avec la parce qu'il commence à pleuvoir. Elle retrousse la robe sur son chapeau et elle avance. Et elle croise le curé. Et le curé lui dit « Yalène, on voit votre derrière. »« Oh, monsieur le curé, mon derrière, il a 80 ans. Le chapeau, je l'ai acheté hier. » Voilà, passons aux choses sérieuses. Il va incriminer leur danse, leur fête, bien entendu,
en parlant d'une danse du sabbat. Il dit c'est la danse la plus violente, la plus animée, la plus passionnée, et dont les gestes, quoique muets, semblent plus demander avec silence ce que l'homme, lubrique, désire de la femme. On la connaît cette danse. Comme il a décrit très bien, c'est une danse qu'on danse en se tournant la main, mais en se tournant le dos. Donc on forme une ronde, on ne se voit pas, on se tourne le dos, on se tient la main, et on recule l'un vers l'autre, et quand on est près l'un de l'autre, on se touche les fesses en se courbant comme ça. Il juge ça indécent, bien entendu. C'est pas qu'elle, tout simplement. Mais enfin, lui, il va utiliser ça pour vraiment renforcer davantage les choses. Je dirais donc volontiers et donnerai pour avis aux sorciers et sorcières, et surtout aux jeunes fillettes qui se laissent débaucher et ensorceler à ce bouc de Satan. Ne sautez point, jeunes fillettes, et ne vous agitez, afin que ce malheureux bouc ne court après vous. On dit que jamais femme ni fille ne revint du bal si chaste comme il y était allé. Donc il va incriminer les fêtes, beaucoup, mais ça c'est une tradition dans le pays, déjà au siècle précédent, en Labour, en Pays Basque et en Béarn également, le pouvoir civil lui-même luttait beaucoup contre les fêtes qui étaient, soi-disant, l'objet de désordre. Il va incriminer la religion, la fameuse croix d'Aetz. Il y en avait dans tous les villages, avec des grelots. Le grelot est un instrument qu'on trouve dans toutes les costumes de danse du Pays Basque. Ils veulent que la croix fasse un bruit de sonnette en forme d'une mascarade de village. J'oserais dire un bruit brutal, au lieu qu'elle n'en doive faire d'autre que divin. Il est honteux à une femme, la benoîte, de s'enfermer dans une église avec un prêtre, et face à une infinité d'autres méchancetés, est-ce qu'elle, le pays et l'humeur volage de ce peuple, attendent inclination. Pour les croix, il les porte tout ébranchées, comme il se voit un cimetière infecté par les sorciers, et est-ce qu'elles, les 10 sabbats, ont accoutumé de se tenir. Donc vous comprenez que lui, il dit que ce ne sont pas des stèles discoïdales, il dit que ce sont des croix qui ont été profanées, qui ont été ébranchées par les Basques. Donc, tout est bon pour lui, vraiment pour accuser. Alors, la sentence va être radicale. Le pays tout entier est infesté. Il dit même, on fait état qu'il y a entre 30 000 âmes dans ce pays de Labour, comptant ceux qui sont en voyage sur mer, et que parmi tout ce peuple, il y a bien peu de familles qui ne touchent au sortilège par quelques bouts. Ça veut dire en clair, il y a un sorcier par maison. Il faut donc éradiquer cette engeance de sorcier, et la sentence, le châtiment, c'est tout simplement le feu. Car on considérait depuis plusieurs siècles déjà dans l'Église que la personne brûlée sur un bûcher ne pouvait pas ressusciter au jugement dernier. Donc il reste quand même quelques grandes interrogations dans cette histoire-là. Qui désigne-t-on comme sorcier ou sorcière à cette époque-là? Alors je vais accélérer un petit peu. À propos des procès de sorcellerie, François Borde dit c'est un rituel sacrificiel par lequel la société chrétienne exorcise le mal, ou plutôt le mal-être qu'elle porte en elle. Et donc les femmes vont être incriminées de porter ce mal. Les étrangers, les marginaux, ceux dont on veut la perte. Souvent, les jeunes ont accusé des gens plus aisés qu'eux. Il y a une vengeance sociale qui s'exprime derrière tout ça. Globalement, il va accuser toute la population. L'autre question, c'est comment interpréter aujourd'hui les fantasmes de ce juge. Vous avez vu que ce n'est pas triste quand même. Nicole Jacques Chacun parle d'une fascination réciproque. Je lis son texte parce qu'il est très important. Les aveux des femmes accusées entrent dans une intimité perverse avec le discours du juge, par un effet de contamination réciproque. À l'orgueil professionnel du juge répond la fierté de la sorcière, refusant au bourreau le baiser du pardon, et à son plaisir d'entendre, le merveilleux plaisir de dire et de compter des accusés. Jouissance de l'oralité, d'une parole intarissable, raffinant sur les détails espérés, provocatrice. Mais il s'agit aussi d'une parole suicidaire, puisqu'elle confirme le juge dans ses angoisses et, par le danger même de séduction, d'envoûtement qu'elle recèle, le fortifiera dans son désir de la mort de l'autre. Autrement dit, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. La parole de l'un entraîne la parole de l'autre, et l'accusée se condamne elle-même. Que penser de la présence des jeunes au procès? Alors là, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qui est quelque chose qui a été découvert par François Borde. Les enfants et les adolescents furent les principaux accusateurs et témoins des procès de 1609. Ils ne sont pas tellement accusés, mais ils sont plutôt utilisés pour accuser les autres. C'est infâme comme procédé. Lors des procès de 1609, on compte 50% de femmes, 29% d'hommes et 21% d'enfants et d'adolescents de moins de 17 ans. Ça, c'était inconnu il y a encore 10 ans.
Alors, dans les procès des siècles précédents, au Pays Basque, on pouvait compter jusqu'à 90% de femmes. Donc, je peux dire qu'il y a un progrès, si on peut dire. Mais en fait, c'est un sinistre progrès quand même. Alors, pourquoi tant de jeunes? Alors, je passe rapide, je ne vais pas vous le lire, je passe l'explication rapidement. François Borde dit tout simplement, il y a peut-être eu dans ces procès des jeunes qui avaient des peurs qu'ils avaient engrangées par leur mode de vie, tout simplement. Il ne faut pas oublier que les parents ont une chambre dans les maisons, mais les autres personnes de la maison vivent dans des chambres communes. Ont-ils été témoins de scènes de violence sexuelle par exemple? C'est possible. Ils ont été témoins de toute façon d'accouchement. Les filles décrivent très bien les cris de l'accouchement en Pierre de l'Ancre. Donc il y a tout ce contexte-là qui fait que les jeunes étaient peut-être angoissés et portaient en eux des failles qu'ils ne pouvaient pas, bien entendu, refermer tout seuls. Et ils ont utilisé ce savoir-là pour alimenter leur discours. Peut-on connaître l'origine des descriptions du sabbat? Les archives contiennent des textes à l'encontre des mascarades, et particulièrement des mascarades nocturnes, qui nous donnent comme un avant-goût de la grande mascarade sabbatique. Moment fort de la vie sociale, la fête représente également un exutoire cyclique, une sorte d'exorcisme face à un monde rempli de menaces. Les modèles essentiels utilisés par les accusés, obligés sous la pression du procès de trouver des détails à donner aux juges sur la prétendue assemblée du sabbat, et les cherchant tout naturellement dans leurs propres expériences, semblent bien être les foires et les danses carnavalesques, manifestations collectives particulièrement riches en labour. Alors je termine par juste une question. Pourquoi cette page d'histoire est-elle devenue si floue dans les mentalités du Pays Basque? Alors je vous propose 3 réponses. Il existe au moins 3 méthodes pour rendre un peuple amnésique. La première, c'est de développer le sentiment de culpabilité et leur dire, si vous vous repentez, vous effacez ça de votre mémoire, on n'a pas le temps. Ce n'est pas quand même innocent que le père Coton revient très vite après les procès avec une cohorte de jésuites. Tenez-vous bien, écoutez bien la phrase de l'époque, pour évangéliser les Basques. On considère qu'ils ne sont pas chrétiens, il faut les évangéliser. Les jésuites ne vont pas rester longtemps à la bourre, ils ne vont pas tenir. Le père Coton va être obligé d'aller chercher des récollets pour lesquels on va construire un monastère à Saint-Mandelius. L'autre manière de gommer l'histoire, de gommer les mémoires, c'est de réduire l'histoire locale à des particularismes. On est quand même un des rares pays d'Europe où on n'enseigne pas l'histoire locale. Alors je ne dis pas qu'il faut enseigner l'histoire locale uniquement, loin de là, mais ce serait quand même intéressant de dire aux enfants, voilà quel est votre pays, l'histoire de votre pays. Leur expliquer ce qu'était un maître de maison, leur expliquer comment fonctionnait cette société, non pas pour en faire un modèle, mais pour simplement avoir des repères. Et si on avait appris cette histoire-là, dès le départ, on aurait peut-être eu des repères justement en tête qui nous auraient empêché de sombrer dans cette parodie d'Halloween ou autre, et de confondre la sorcellerie basque avec cette sorcellerie de pacotille qu'on véhicule encore aujourd'hui dans plein d'endroits. Et puis il y a notre sinistre façon de gommer les mémoires, c'est de promouvoir ce que j'appelle un folklore de parc d'attraction. Vous n'ignorez pas qu'à Sugaramourdi, dans la fameuse grotte des sorcières, il y a eu pendant des années une espèce d'événement artistique, paraît-il, une espèce de grand happening avec une musique métal ultra violente, avec des trafics de drogue et d'alcool immenses, qui rassemblaient jusqu'à 50 000 personnes en quelques jours. De toute l'Espagne, sans publicité aucune, arrivaient des tas de gens, puis de toute la France, de tout le sud-est de la France également. Et c'est au bout de certain nombre d'années que les habitants eux-mêmes, à ma connaissance, à Sugaramourdi, ont décidé d'arrêter cette opération-là, parce que c'était quand même infamant pour la mémoire des femmes qui ont été condamnées là-bas. Et c'est là qu'a été décidé de faire ce petit musée de Sugaramourdi que je vous invite à aller voir, qui raconte l'Inquisition en Navarre, qui raconte les scrupules des juges, qui est un très beau petit musée où il y a une présentation vidéo au départ qui se sert de cette histoire-là pour dire qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri non plus d'accuser des gens, de désigner des gens comme bouc émissaire. C'est un petit musée intelligemment fait. D'ailleurs, la scénographie a été faite exactement par le même muséographe que ceux qui ont fait le musée de la paix à Guernica. C'est dire quand même le sérieux de l'équipe qui a réalisé le musée. Alors, la fin de l'affaire,
Je reviens à ma petite sorcière. Au petit matin, ce n'est pas le bourreau qui est entré dans ma cellule, mais un groupe de femmes qui m'ont embrassé en disant « N'aie pas peur, c'est fini ». Les hommes sont revenus de Terre-Neuve cette nuit et ils ont chassé le juge. Je suis donc retourné à la plage où j'aime tant jouer avec les vagues. J'y ai retrouvé mon ami, tout heureux de me savoir libre, il m'a prise dans ses bras. Alors là, pour de bon, je me suis senti c'est la seule sorcellerie à laquelle je crois. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, des anecdotes, des questions à poser à Claude, il est disposé à vous répondre, n'hésitez pas. Si vous avez participé à un sabbat, ça m'intéresse beaucoup. On va en parler après. Ben, si vous n'avez pas de questions, ben, on va vous inviter à partager un petit verre et à en discuter tranquillement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il va nous faire boire? Cette présentation a été déclinée également pour les adolescents en collège, en liaison avec le programme d'histoire en 4e notamment, et aussi sous forme de dessin à partir du livre de Pierre de l'Ancre pour les enfants des écoles, en se mettant dans la peau d'une sorcière accusée injustement et qui explique comment elle décide de se défendre devant Pierre de l'Ancre. Et les gamins des écoles repartent en se disant c'est vrai, les sorcières, c'est pas celles qu'on ne chapeau peinture. C'est bien. Petit mot de fin. Claude a écrit un très bel ouvrage sur Olentzero, un tout petit ouvrage, je vous conseille de le lire. Et surtout, il est en train de préparer un très bel ouvrage sur la mythologie. Je pense qu'il va revenir dans l'année qui vient, ou d'ici un an et demi. Je pense que vous serez tous au courant de cet ouvrage quand il sortira d'ici un an. Michel, un mot pour la fin. Il a fait un livre sur les sorcières qui résume, qui développe et que je vous engage à trouver dans les excellentes librairies, peut-être même au Beritoki ici, je ne sais pas, chez Elka, et dans les excellentes librairies. Je ne prétends pas faire un travail d'historien, c'est un travail de vulgarisation pour éviter justement les erreurs qu'on véhicule en général et puis surtout pour inciter des jeunes à se lancer dans des études beaucoup plus poussées. C'est quand même assez décevant de voir que l'université lance très peu d'étudiants sur le Pays Basque. C'est assez même inquiétant. Il n'y a aucune recherche fondamentale sur le Pays Basque. Ça commence à peine un petit peu actuellement à bouger un peu, mais très peu, très très peu. Résultat, on croit toujours à des Américains. Claude, vous pouvez poser une question. Nickel, t'as pas besoin de micro. Dans le tableau magnifique que tu as fait là, avec les allers-retours, etc., il y a quand même une chose importante à souligner, qui n'est pas soulignée là, c'est que le président du Biltzar du Lavaux, c'est le sieur Urtubi. C'est lui qui était président du Biltzar du Lavaux, c'est lui qui présidait tous les Biltzars du Lavaux, car les nobles étaient présents au Biltzar du Lavaux quand ils étaient propriétaires terriens, pas en tant que nobles. Et donc lui était président du Biltzar du Lavaux. Et à l'époque, en 1605, il y a un certain Dornano qui est envoyé par Henri IV pour finalement commencer le port de Sopois, puisque faire une digue à Sopois pour abriter les bateaux baleiniers et morutiers, dont le tiers de Valais à Passachès, où il y avait des rapines et des vols, parce que le pont de Chandeloup n'était pas assez grand pour contenir. Mais voilà que le comte de Stevie voulait
s'emparer de ce port-là, de ce port de Trépois. Donc il y a depuis 1560 au moins, ça commence en 1560 la volonté de faire le port, et toujours en opposition entre le bailli et le seigneur de Luxe, et qui voulait être maître des lieux, du port, etc. Et le fameux sieur d'Urtuby, donc c'était sur le territoire de Lune. Est-ce que c'est d'Urtuby-là, celui dont je parle? Est-ce que c'est Tristan d'Urtuby? Oui, parce c'est lui, à l'époque, il était président du Bilsart. Il faudrait vérifier ça, mais il joue ce double rôle. Et donc il fait. Alors la question que je voulais poser, moi, comment ça se fait quand dans notre société basque, où quand même on n'est pas des mauviettes, où on réagit, etc. Et parce que cette action, elle est entre le mois de février, comme ça, et juin et septembre, en 3 mois. Entre juin et mi-novembre. Fin juin, 21 juin, exactement. Voilà. Et c'est pour ça que, moi, la question que je me suis toujours posée, comment la société basque, puisqu'elle était si démocratique à l'époque, enfin, en tout cas basée sur, et que chaque ville, chaque village avait ses soldats, ses machins, payés par le Bilsart, bon. Comment ils n'ont pas réagi? Comment ils se sont laissés faire? Pourquoi il n'y a pas eu de contre-pouvoir? Enfin, il vient au nom du roi quand même. Oui, d'accord, oui. Il y a beaucoup de choses au nom du président, mais bon, c'est autre chose. Mais, je veux dire, et une des explications, je ne sais pas, c'est que le Bilsart était muselé par ce type-là. Enfin, je ne sais pas si c'est... Mais, à ma connaissance, le seul noble qui est au Bilsart, c'est le syndic. Et c'est pas d'Urtuby à cette époque-là, je pense pas. Il faudrait vérifier. Moi, je vais bien vérifier. Oui, c'est Maïté Lafourcade avec qui je parlais. Parce que l'histoire d'Urtuby est extrêmement compliquée. C'est une des plus vieilles familles de nobles du Labour. Ils ont tous lui, le sieur d'Urtuby était automatiquement, parce que c'est celui qui avait le plus de propriétés terriennes. Alors, les nobles siégeaient au Bilsart uniquement ceux qui étaient propriétaires terriens. Non. Oui. Non, les maîtres de maison siègent parce qu'ils sont propriétaires terriens. Oui. Mais être maître de maison, c'est être propriétaire. Les nobles qui ont uniquement un titre de noblesse par des faits d'armes, ça, eux ne siégeaient pas. Non, je pense pas. Ah oui, ça a été on insiste sur ce point. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui essaye qui montre faire le double rôle de ce public. Bon, la question de fond, c'est est-ce que dans ta recherche, il y a quand même, il y a le curé, le vicaire de Cibourg qui a été brûlé avec l'accord quand même de l'évêque. Oui. Puisqu'il les enlève de leur sacerdoce avant de le faire. Oui, il est contraint à forcer de le faire. Ça fait partie de la procédure. Oui, c'est pas un accord, c'est une... Comment dire? Et aussi un prêtre lasquin. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il y a 3 catégories de gens qui sont exclus du Bilsart. Les nobles, les curés et les bohémiens. Oui, d'accord, les curés et les bohémiens, donc, il y a dans le même sac. Donc, non, je veux te dire qu'il n'y a aucun noble. Il n'y a aucun noble au Bilsart. Il n'y a aucun noble au Bilsart. Le Bilsart est patronné par le syndic du Bilsart, qui est élu par les jurats, les villages. Chaque quartier élit son jurat. Les jurats sont ensemble capitulairement et élisent Aoussapessa, le maire. Les maires se réunissent ensemble et élisent le syndic. Et la jonction entre le syndic et le pouvoir royal est assurée par le bailli. Et le bailli, le verrou, le voilà. Urtuby est bailli, lui. Donc le Labour, il est en dessous, et c'est le seul interlocuteur avec le roi, c'est le bailli. Et il n'y a pas de nobles. Les 2 seuls nobles, entre guillemets, qui ont réussi à s'infiltrer
dans les rouages du labour, c'est 2 copains d'amour et Urtubis. Les 2 très bons tricolores. Ça, je suis alors là. Je le tiens de ma tout de suite. Mais je brûle ces choses-là. Je suis sûr de mon coup là, de ça. Hein. Mais le problème que moi, le problème que moi j'ai, qui est le tien, c'est comment le labour est si apathique. Pourquoi tous ces curés, Achula et tout ça? Oui, ça c'est une grande question. Comment ça se fait qu'ils disent rien? Ça c'est une très grande question. Pourquoi ce silence? Comment se fait-il que le SAR a été vraiment au cœur de pas mal de procès de sorcellerie? Comment se fait-il que le curé de l'époque, Achula, n'en parle pas? Alors, est-ce qu'on a perdu ses écrits? Est-ce qu'ils ont été brûlés, les écrits? C'est possible aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas un mot. C'est quand même surprenant pour un intellectuel de cette valeur-là. Ça fait partie des points d'interrogation. Après, comme beaucoup d'archives ont disparu en Pays Basque, je pense qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bravo pour la qualité. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher. Prendre un petit verre. Ça fait quelques années, je dirais. Après, on fait balader. Et là, tu prends quoi. Il y a moins de ouais, pour que c'est non, c'est bien. Ouais, 14 ans. Écoute, elle va avoir 31 ans en juillet. Ouais, j'ai acheté une petite maison éphémérique que je retape moi-même. Ça m'a coûté vachement cher. Moi, j'aime ici. Je préfère avoir des gens que j'aime bien de temps en temps et pas vivre avec eux parce que ça devient vachement bizarre. C'est les endroits, quoi. C'est tellement gratté que j'ai. Et voilà. Et bon, j'ai eu beaucoup de fou pour la maison. C'est vachement agréable. On me dit que je peux pas les bien. Mais non, attends, ça je peux pas.